sommes très heureux de vous retrouver en direct de Cannes pour le premier épisode de la 3e saison de Greenwashing, l'émission où on parle d'environnement. Et au programme de cette émission, comment mieux manger à la cantine et chez vous à la maison, comment manger plus local avec plus de bio dans vos assiettes, même si vous n'avez pas gagné au loto. C'est ce que nous verrons avec Naïs qui a rencontré une nutritionniste. On parlera aussi de sensibilisation auprès des enfants dans les écoles et justement, on a l'honneur d'accueillir en plateau Jean-Paul L'Oncle et Samuel Fallet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Samuel Fallet, vous êtes animateur de territoire, en charge entre autres des animations scolaires autour de l'alimentaire. Alors justement, les enfants sont au cœur de notre émission aujourd'hui. Comment vous leur parlez d'environnement ? Alors, l'environnement, c'est un sujet qui est très vaste, très large. Aujourd'hui, pour sensibiliser des enfants, une des meilleures choses, c'est de rentrer directement par leur propre pratique, c'est-à-dire leur contact à l'alimentation, à la nourriture. Et puis on sait aujourd'hui que les enfants ce sont des formidables ambassadeurs de leur famille, de leurs parents. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est pas juste ce qu'on mange, c'est pas juste des produits de qualité. On va parler apparemment de nutrition aussi, mais c'est aussi tout ce que ça va apporter ou en tout cas améliorer dans notre système global. Donc au niveau de l'environnement, on va pouvoir diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on va pouvoir améliorer nos relations aussi aux autres. Voilà. Donc il y a toute une part culturelle dans l'alimentation et voilà, qui est important de transmettre à nos enfants. Jean-Paul L'Oncle, vous êtes le président de la société coopérative d'intérêt collectif Les Ferrages à Châteauneuf-de-Grasse. Concrètement, en 2 mots, c'est quoi cette coopérative ? Coopérative qui a l'ambition qui est partie de l'ambition de nourrir les jeunes du village avec des produits locaux, c'est-à-dire produits sur le terrain même de Châteauneuf, voilà, de la commune. Et bonjour à vous, le chat, bonjour à vous à la maison. Cette émission, c'est aussi votre émission. N'hésitez pas jusqu'à la fin de l'émission à réagir et à poser votre question dans le chat. On y répondra en plateau avec nos chroniqueurs et nos invités. Pour cette 3e saison, c'est une nouvelle équipe qui est en charge de cette émission et ils sont déjà présents en plateau. Salut Mathéo, tu vas bien ? Salut Thierry, merci, je vais bien. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à toutes les personnes sur le chat. Et dans ta chronique, tu vas nous parler de sensibilisation. Exactement Thierry, je vais parler de la sensibilisation, c'est un peu le thème phare de ma chronique, tout à fait. Et du coup, vu qu'on est sur Greenwashing, évidemment que je vais relier ça à l'écologie et à la jeunesse. Et on parlera aussi d'alcool à la cantine. Ouais, ça existait à la maison. D'ailleurs, dites-nous si vous le saviez et si vous avez connu ça, l'alcool à la cantine. Jean-Paul L'Oncle, ça vous parle ? L'alcool à la cantine ? Oui. Parce que j'étais lycéen. Vous aviez ça dans votre lycée ? Au lycée agricole d'Antibes, on avait notre propre vin produit sur l'exploitation que l'on consommait le midi, pas le soir. Vous étiez un amateur ? À cette époque-là, c'était naturel, donc il n'y avait pas d'amateur ou pas. C'est ce qu'on verra avec Léa qui sera en plateau un peu plus tard dans cette émission avec nous et qui remontera le temps et donc qui nous parlera de l'histoire des cantines scolaires. Et puis c'est un peu le sujet qui rythme cette émission aujourd'hui, la loi Egalim. Ayumi s'est plongée dans les textes pour nous aider à y voir plus clair. Voilà pour le sommaire de cette émission. Bienvenue sur Greenwashing, saison 3, épisode 1, alimentation, un jeu d'enfant. Ça commence tout de suite. Merci d'être avec nous en direct de Cannes. Pour commencer, on a donné la parole aux enfants avec cette question. L'environnement, ça vous dit quoi ? Écoutez ce que ces jeunes ont dit à Axel Dumont et Marie Renaud. Je sais pas. L'environnement ? Ouais. Les arbres et les animaux. C'est beau. C'est bien. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères dans la nature ? Les arbres, ouais. Les plantes. Pourquoi ? Parce que ça donne l'oxygène et je les aime bien. Non. Oui, beaucoup. Un petit peu. On fait des dessins. Vous dites quoi dessus ? Pour les hommes historiques, pour Jésus-Christ. J'aime bien les feuilles. Ouais. Pourquoi t'aimes bien les feuilles ? Parce qu'ils changent de couleur. Le lion. Moi, c'est le guépard. Et aussi, j'aime bien les racines. Et de retour en plateau, Samuel Fallet, vous qui êtes toujours en contact avec les enfants, ça vous inspire quoi ces réponses d'enfants que vous n'avez pas entendues en plateau? Exactement. Alors du coup je ne les ai pas entendues, donc ça va être compliqué de réagir, mais on peut imaginer effectivement leur réaction. Il y a toute une approche
il y a toute une culture aujourd'hui, l'alimentation à la cantine, c'est un long cheminement qui a suivi aussi une agriculture qui s'est industrialisée, mécanisée, etc. Donc on a une agro-industrie qui a pris comme ça le pouvoir dans l'alimentation, la restauration collective. Et donc aujourd'hui, nos enfants, ce qu'ils aiment, c'est des petites portions de fromage emballées, si possible avec des couleurs, des sourires dessus, etc. Et aujourd'hui, c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça de faire redécouvrir finalement des produits qui sont plus bruts, avec des goûts très prononcés, et sortir effectivement de ces produits qui sont marketés, industrialisés, etc. Donc ça, c'est tout un combat qu'on doit faire. Et comment on leur fait apprécier ça ? Eh ben, c'est un long travail. Déjà, il faut avoir du monde, hein. C'est toujours pareil, hein. Aujourd'hui, il faut avoir des gens qui les encadrent, qui animent, qui transmettent des idées. On va essayer de passer effectivement par des outils plutôt ludiques, plutôt sympas à voir, hein. On parle de manière très sérieuse, hein, mais de base, il faut savoir s'amuser, reprendre du plaisir. L'alimentation, c'est d'abord du plaisir. On peut jouer avec de la nourriture, on peut la redécouvrir, il y a des couleurs, des odeurs, etc. Et aujourd'hui, on a des équipes en cuisine, des personnels qui font du très bon travail à partir du moment où les communes, les municipalités s'emparent, ou le collège, le département avec le collège, la région avec les lycées, s'emparent de ce sujet-là et essaient de... Et alors, vous jouez comment avec les enfants ? Vous dites que vous jouez avec la nourriture ? Concrètement, comment ? Alors, jouer avec la nourriture, ça, il faudrait demander aux personnels qui sont dans les cantines. Moi, j'y suis pas. Il y a des approches qui sont différentes. En tout cas, les animateurs qui vont travailler sur la question de la durabilité au niveau de l'alimentation vont passer par des outils qui peuvent aller de l'outil d'animation classique. Voilà, mais on va essayer de sortir du rapport frontal à l'enfant. On va dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Mais bon, davantage passer par, effectivement, déjà redécouvrir ce que c'est un légume, où est-ce que ça pousse, mettre les mains dans la terre, et puis passer par aujourd'hui par pas mal de jeux qui leur permettent d'appréhender ces notions, les enjeux de l'alimentation. Alors, est-ce que les enfants sont sensibles à l'environnement et à l'importance de bien manger ? C'est la question qui va vous orienter ta chronique, Mathéo. Oui, tout à fait, Thierry. Là, on a une période où les enjeux climatiques sont tellement importants qu'on peut légitimement penser que oui. Mais est-ce que les jeunes font de l'environnement une de leurs préoccupations ? C'est pas sûr. Je voulais commencer avec un chiffre. 65% des jeunes se sentent éco-anxieux. Mais l'éco-anxiété, qu'est-ce que c'est ? C'est justement l'anxiété provoquée par les menaces environnementales qui pèsent sur notre planète. Pour en revenir aux préoccupations des jeunes, l'environnement est en tête chez les 18-30 ans. Elle est au-delà autour de 32%, devant l'immigration à 19% et le chômage à 17%. Et c'est ce que nous dit du coup une étude du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Le chat, je voulais vous poser la question, est-ce qu'on est d'accord que les jeunes sont censés être plus écologiques que leurs aînés ? Je vous laisse répondre. Je voulais savoir en plateau, par exemple avec vous Samuel, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette question ? En tout cas, aujourd'hui, on peut pas ne pas avoir entendu parler du problème climatique ou des problèmes environnementaux. C'est compliqué. Donc après, est-ce qu'aujourd'hui les pratiques sont... Est-ce que les jeunes s'engagent davantage, si c'est ça la question ? Franchement, c'est une question qui est très complexe. Je dirais qu'il y avait des pratiques qui étaient plus anciennes, qui dataient de nos grands-parents, où c'était des pratiques qui étaient des pratiques écologiques et environnementales qui étaient naturelles. On faisait plus attention à ce qu'on mangeait, on récupérait davantage, on jetait beaucoup moins, il y avait moins d'emballage plastique dans nos frigos. Donc naturellement, il y avait des pratiques environnementales et écologiques qui étaient... Aujourd'hui, effectivement, il y a toute une part de la jeunesse qui s'empare de ce problème. L'éco-anxiété, effectivement, c'est une question, mais il y a énormément de mouvements, d'ailleurs des mouvements extrêmement dynamiques qui sont portés par la jeunesse et qui s'emparent de ces sujets-là et qui peuvent effectivement transformer le... Et si je reprends ma question, toujours selon l'étude du CREDOC, c'est pas vraiment le cas. Ils sont un peu moins nombreux à trier leurs déchets, à acheter des légumes de saison, à acheter local aussi et encore à réduire leur consommation d'électricité. Si on regarde l'évolution de l'engagement des 18-24 ans, il a progressé de 9% entre 2016 et 2019. Il est donc passé de 3 à 12%, ce qui est une bonne augmentation. Une autre étude, celle de l'ADEME, elle révèle celle-ci que 71% des 15-25 ans affirment parler souvent ou parfois des enjeux environnementaux avec leurs professeurs. Mais une partie de ces jeunes est dans l'attente d'enseignements dédiés ou presque d'une formation même pour devenir des citoyens modèles. Mais alors, Mathéo, on ne parle pas d'environnement à l'école. Qu'est-ce qui est enseigné aux élèves ? Et depuis 2019, l'écologie elle a été intégrée à tous les programmes scolaires. Donc en 2019, il y a eu le collège, puis en 2020, il y a eu le lycée.
On leur a perfusé du verre partout. C'est ce qu'a dit Samuel Cazenave. Samuel Cazenave, il est conseiller EDD, donc au développement durable du ministère de l'Éducation nationale. Le développement durable, du coup, il est présenté à l'école sous une approche pluridisciplinaire. Le but, c'est de porter le regard sur l'écologie en traversant différentes matières. On peut faire ça via du coup des auteurs en français, des exercices de maths ou même à travers de l'art avec en cours d'art justement. Par exemple aussi en technologie, on peut s'intéresser au cycle de vie et aux contraintes des objets qu'on utilise au quotidien. Et, merde, je me suis trompé de fiche. Les élèves aussi, ils sont aussi censés apprendre tout au long de leur cursus sur le vivant, la nature et l'environnement. La question qu'on peut se poser du coup, c'est pourquoi est-ce qu'on fait cela ? En fait, du coup, on essaye de mettre en regard certaines connaissances qui ont tout en lien avec l'environnement. Le but, c'est en quelque sorte de rendre le cerveau des enfants assez efficace et plus en plus utile sur la thématique de l'écologie, qui réfléchissent plus facilement de manière durable. Et après, l'école, c'est pas le seul lieu où on peut sensibiliser. Je voulais savoir, vous, amis du chat, qu'est-ce que vous en pensez ? Quel lieu pour vous où on peut apprendre à être sensibilisé ? Et en plateau, je voulais savoir, du coup, Samuel, je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un autre lieu pour vous qui permet cette sensibilisation ? Tu veux répondre, Jean-Paul ? Ou Jean-Paul, oui. Vas-y, toi. C'est toi qui t'occupes. Non, on a beaucoup entendu Samuel, si vous crois voulez, Jean-Paul. Au niveau des écoles, il y a aussi un point précis, c'est qu'on implique les jeunes, par exemple, notamment à la gestion des déchets. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, il y a des équipes qui récoltent et qui pèsent le déchet. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on a réduit maintenant à 40 ou 50 grammes de déchets par jour, alors qu'il y a encore 5-6 ans, on était à 300 grammes. Donc ça veut dire que les jeunes ont bien intégré cette notion de manger correct. C'est notre rôle de leur apporter ce qu'il faut dans l'assiette pour que ce soit agréable et goûteux, mais également ils participent à la constitution des menus. Et il y a des écoles aujourd'hui qui reviennent en arrière, on n'est plus à la frite surgelée, mais aujourd'hui on commercialise au niveau de la coopérative des pommes de terre et les cantines transforment ces pommes de terre en frites immédiatement. Donc déjà, moins de déchets, meilleure nourriture. Et du coup, tout ça peut venir du coup par une sensibilisation qui peut se faire aussi dans le foyer familial. C'est du coup le second lieu où les jeunes ils sont sensibilisés à l'environnement. Toujours selon l'étude de l'ADEME, 71% des jeunes déclarent parler souvent ou parfois de ces sujets avec leurs parents. C'est une preuve du coup que la sensibilisation de l'environnement, elle peut passer par plusieurs facteurs, Thierry. Et donc concrètement, Mathéo, comment cette sensibilisation elle se met en place ? Eh bien, on a plusieurs cas. Du coup, dans les écoles, il y a d'abord la possibilité du délégué au développement durable qu'on peut instaurer dans chaque classe. Il s'occupe du tri des déchets, de récupérer les anciennes piles ou des cartouches d'imprimantes qu'on peut recycler. Il peut aussi également proposer de planter des arbres autour des établissements scolaires. Il y a aussi des challenges qui sont créés pour encourager les jeunes. On a par exemple la Coupe de France du potager, ce qui va inciter surtout les jeunes à entretenir un potager tout au long de l'année pour essayer de concourir et de gagner du coup le prix de la Coupe de France. Et il peut ça les permet aux jeunes d'observer le travail de la nature et de les sensibiliser sur ce sujet. Je voulais aussi vous parler du label E3D qui signifie établissement en démarche de développement durable. Il est attribué aux établissements qui entrent en démarche globale de développement durable avec l'ensemble de la communauté éducative. Donc on peut ici citer les surveillants, les professeurs, le personnel et les élèves. En 2018, il y avait 2600 établissements qui possédaient ce label. En 2021, ce chiffre a pas mal augmenté, on est à 7700 et en 2023, l'année dernière du coup, on est à 12 500. Il y a un autre label qui existe, il s'appelle le label Éco-École. C'est un peu comme le label E3D dont je viens de parler, mais c'est un label à l'international qui a été lancé en 2005 par l'association Terre Agir. Ce label, il accompagne les écoles à devenir plus propres et éco-responsables. Avec ça, il y aura un diagnostic qui est fait pour établir un plan d'action qui permettra à l'établissement de devenir plus vert. On a aussi d'autres actions qui peuvent être menées, la mise en place d'un nichoir pour les oiseaux dans les lycées ou des clean walks, c'est des marches où les étudiants vont aller ramasser des déchets pour sensibiliser les gens qui les voient et leur faire prendre conscience qu'il ne faut pas polluer. La Coupe de France du potager, ça vous parle, ça, Samuel Fallet, ou d'autres animations que Mathéo a citées? Il y a des choses que vous mettez en place, vous, avec les enfants? Alors, avec les enfants, nous, la coopérative, effectivement, on est d'abord une structure très opérationnelle, on n'est pas tant sur l'éducation par rapport aux enfants. Nous, l'idée, c'est vraiment de relier
l'espace de production, donc des terres sur lesquelles on a des agriculteurs qui cultivent, qui vont directement ramener ça dans les écoles. Donc l'idée, c'est déjà de relier. Effectivement, on va essayer de trouver maintenant des chemins pour que les enfants puissent effectivement reprendre conscience de ce qu'ils mangent effectivement par des chemins ludiques, mais on passe pas tant par des concours, etc. Il y a déjà beaucoup de gens qui le font, ils le font très très bien à travers la France. Après, la multiplication des outils, de toute façon, tous ceux qui amènent de l'énergie dans ces combats-là, je rappelle juste que le gaspillage alimentaire, donc qui est de plusieurs tonnes, qui est énorme en France. Ce gaspillage alimentaire au niveau mondial, c'est comme si c'était le 3e plus grand pollueur au monde, donc derrière les États-Unis, je ne sais plus qui, peut-être la Chine. Et du coup, la pollution, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le volume, il est extrêmement important. Donc c'est un combat qui n'est pas juste effectivement, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, qui n'est pas juste effectivement dans les écoles, etc. C'est un combat global. Et les adultes sont dans des pratiques qui sont bien sûr aussi à transformer et à changer et à modifier. Et Mathéo, si on va aller plus loin sur cette sensibilisation, comment on peut faire? Eh bien allez, Thierry, écoute-moi bien, je vais te dire ce que dit Clément Spiegel. L'enseignement transversal, il permet de faire le lien entre l'écologie et des choses qu'on connaît déjà. Cela pose du coup un cadre qui est familier aux élèves. Sûrement qu'avoir une matière dédiée, cela permettrait aux lycéens d'aller plus loin et d'être plus précis. Du coup, Clément Spiegel, il est élu au CVL, le conseil académique de la vie lycéenne, et peut-être que dans les prochaines années, on verra une matière centrée sur l'environnement au collège ou au lycée, ça peut se faire. Et enfin, je voulais rappeler que le ministère de l'Éducation nationale, il a généralisé l'élection des éco-délégués dans chaque classe en 2020, donc c'est assez récent. Il y en a 250 000 qui sont élus chaque année, donc c'est un engagement créatif qui doit donner envie aux enfants d'aller vers cette connaissance-là, mais le sujet, il reste assez complexe et d'autres efforts méritent d'être faits. Merci Mathéo pour ta chronique. Samuel Fallet, vous, en tant qu'animateur, quel est l'âge des enfants dont vous vous occupez, ou de près ou de loin? Alors, nous, on va d'abord s'adresser aux primaires, puisque on approvisionne d'abord les écoles. Donc, nous, on approvisionne les écoles élémentaires de Châteauneuf, d'Opio et d'Antibes. On en parlera après, oui. Voilà, donc on s'adresse d'abord à ce public-là. Après, encore une fois, là pour l'instant, nous, notre coopérative, on parle d'animation territoriale. En fait, c'est bien plus global. Vous le prenez effectivement comme une animation scolaire. Mais on est d'abord sur une animation de partenaires au niveau partenarial des coopérations, puisque Franck Liange, qui passera derrière nous, vous en parlera. Ces questions, et ça a été dit dans votre chronique, là, c'était que, bien sûr, toutes ces questions-là, c'est un système qui va se rapporter pas seulement à l'alimentation, à l'agriculture. Il va falloir intégrer dans tout ça toutes les différentes dynamiques qui composent la société, le travail, etc. Et du coup, on est d'abord sur des dynamiques de coopération sur notre territoire qui sont vitales, qui sont essentielles. Et effectivement, là, je laisserai Franck Liange s'exprimer, parce qu'il sait ça bien mieux que nous. Mais l'idée, là, c'est vraiment déjà le travail que vous faites, de communiquer là-dessus, effectivement ça va aider. Et l'idée qu'il y a un maximum de gens, que ce soit des commerçants, des producteurs, des distributeurs, etc., qui travaillent à ces thématiques-là. Donc quand on parle d'animation, c'est pas forcément juste de l'animation scolaire. On travaille avec ces scolaires-là, mais on travaille d'abord avec tous les gens qui travaillent sur cette thématique-là des enjeux d'alimentation. Vous avez parlé de Franck Liange, il nous rejoindra en plateau tout à l'heure. Quand vous faites des animations, votre objectif, c'est de changer des pratiques. C'est en plus de vous connecter avec les partenaires, de relier les partenaires? Oui, changer les pratiques, mais encore une fois, il faut absolument que ça impacte les adultes. C'est quand même eux aussi qui vont acheter. Donc du coup, on essaye de faire changer des pratiques à la cantine. À la cantine, on est sur des espaces communs sur lesquels on a une capacité à agir directement avec les personnels de cantine, à partir du moment où il y a des projets de collectivités territoriales qui vont s'engager à changer les pratiques dans les cantines. Ça, c'est facile. Au final, il y a un changement de pratique. Après, l'idée, c'est qu'il y ait des animateurs qui fassent que les gamins vont manger ce qu'ils ont dans leur assiette, parce que la plupart des assiettes, quand on met des produits bruts avec du goût, des fromages qui ont de l'odeur, etc., il y a une grande partie de l'assiette qui peut passer à la poubelle. Donc l'idée, c'est d'avoir effectivement des gens dans ces cantines-là, que vous avez tous connus dans votre scolarité, qui vont aussi vous réapprendre à goûter, à manger, etc. Par contre, les pratiques qui sont là, qui sont peut-être les plus, on va dire, délétères, ou qui doivent être modifiées, ce sont
tous les gens qui sont autour de ces enfants. Cette génération, elle va grandir, on est en train de leur inculquer des bonnes pratiques, mais tous les adultes qui sont autour, il y a des pratiques d'achat, des pratiques d'alimentation, des pratiques culinaires, etc., qui sont à modifier. Donc les enfants, bien sûr, c'est une grande partie de notre futur, de notre avenir. On emprunte leur terre, on emprunte tout ça, nos enfants, en tant qu'adultes. Mais les adultes, eux, aujourd'hui, on est devant une telle urgence qu'il faut aussi qu'ils modifient leurs pratiques. On ne peut pas se contenter juste de modifier les pratiques alimentaires des enfants. Donc vous passez peut-être un peu par les enfants pour modifier aussi les pratiques des adultes. Ce sont de formidables ambassadeurs. Allez avec vos enfants alors, dans un commerce où il va vous dire d'acheter le fromage rouge dans du plastique, là, ou alors il va vous dire d'acheter le fromage à la découpe chez le fromager. Et vous allez souvent faire plaisir à votre enfant. Mathéo, tu parlais à l'instant des éco-délégués. Eh bien, notre journaliste Elsa Simler en a rencontré une. Elle s'appelle Wendy, elle est scolarisée au lycée Bristol de Cannes. Regardez ces images tournées par Camille Combray. La première année, j'ai été mise de force. Et ensuite, la deuxième année, j'ai décidé d'y retourner parce que finalement, je me suis prise au jeu la première année. Et ça m'a intéressée et les poules, j'ai préféré retourner cette année volontairement pour les faire. Le tout premier projet de l'année, généralement, c'est on ramasse les déchets. Cette année, c'était en dessous du parc du lycée où ils ont ramassé du coup 20 kilos en 1h30 à peu près, ce qui est beaucoup pour un petit parc. Cette année aussi, il y a des Olympiades sur les îles Marguerite. C'est eux qui ont préparé ça sur les îles pour sensibiliser les jeunes au réchauffement climatique et tout le reste en fait. Pour moi, je pense que toute action a un impact. Là par exemple, les 20 kilos de déchets, je pense que ça a quand même un assez grand impact sur l'écologie. Après, les événements comme par exemple les îles, je suis pas sûre que ça impacte, mais au moins ça rentre dans la tête des gens qui participent et du coup c'est comme si ça avait un impact pour le futur. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie d'être éco-délégué, si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous semble prometteur. Samuel Fallet et Jean-Paul Loncle, les éco-délégués, c'est efficace pour vous? Samuel Fallet? Ça, c'est la question. Jean-Paul Loncle alors? Oui, moi je crois que tous les moyens qui sont mis en place sont efficaces. Et surtout, nous on travaille avec le scolaire primaire. Et je crois que c'est très important, comme l'a dit Samuel, qu'on commence par le primaire. Et nous on a fait des démarches, notamment que les jeunes vont eux-mêmes récolter. Ils vont récolter sur l'exploitation, sur la ferme de la coopérative. Ils vont récolter, ils amènent en cuisine, certains participent et après ils mangent. Opération particulière, c'est qu'on est arrivé, et aujourd'hui, par exemple, les épinards, que tout le monde adore, eh bien, au niveau de ces cantines, les jeunes en réclament. Donc c'est quand même parce qu'ils sont allés le récolter, et la personne qui les encadre et l'animatrice qui est avec eux leur a dit, n'oubliez pas, les épinards, c'est Elena qui les a cultivés. Donc si vous ne les mangez pas, vous faites une démarche contre Elena. Alors c'est pas difficile, mais ça leur montre le lien. Et pour une fois, comme disait Samuel, ils ne vont pas chercher quelque chose qui est dans un paquet en plastique. Ils sont allés le chercher, ils l'ont produit, ils ont vu qui l'a produit, ils ont suivi cette évolution, et ça c'est important. Et donc ça marche bien, les enfants ils sont plutôt volontaires? Oui. Ah ben, de toute façon, un enfant, dès qu'on le fait sortir, il est à l'aise. Dès que c'est une sortie. Alors, pour continuer cette émission, on va se diriger vers la vallée de la Siagne à Cannes. Là-bas, une récente école de maraîchage a été créée pendant le Covid par l'agriculteur Christian Carnavalet. L'objectif, c'est d'apprendre à cultiver une grande variété de légumes de saison 100% bio, du maraîchage sur une petite surface, ça s'appelle la French Method. Et en ce moment, il y a des petits pois, des carottes et des radis qui poussent, et le fruit de ces récoltes permet donc de produire en circuit court des légumes pour les cantines de Cannes et des communes alentours. Un reportage signé Célia Réunif et Manon Wagner. La French Method est remise au goût du jour à Cannes. Cette technique vieille de 200 ans respecte un agenda précis. Christian Carnavalet, directeur de l'école de maraîchage, nous le dévoile. C'est un calendrier des semis que personne ne donne, c'est le grand secret, mais moi c'est fait pour ça, on le donne. Hein. Et ça nous permet d'avoir toute l'année des choses à repiquer. On va aller voir, on fait les semis ici, là, hein, et après ça on va dans la pépinière à côté. Plus de 70 sortes de fruits et légumes sont semés dans les serres comme dans les rangées. On va semer dans des petits pots comme ça, hein, ou dans des alvéoles. Différentes graines. Dans les champs, l'agriculteur et ses élèves utilisent un engrais naturel pour limiter les pesticides. En agriculture biologique et surtout en French Method, on utilise énormément de fumier qui va donc apporter tout ce qu'il faut pour que les plantes poussent toutes seules.
Sur ce terrain de 14 hectares, chaque élève dispose d'une parcelle de 1000 m². On va densifier aussi les plantations. On va tout serrer pour qu'il y ait le maximum de plantes à ramasser sur une petite surface. Tous les maraîchers en formation récoltent chaque semaine les fruits et légumes de saison qui seront vendus. Il faut que le circuit soit le plus court possible. On ramasse, on le mange le soir. Pas de stock, ni de gaspillage, toutes les récoltes sont vendues aux particuliers et aux cantines scolaires des alentours. Voilà d'où proviennent les légumes des cantines scolaires de Cannes et des alentours. Alors pour ceux qui aimeraient en savoir plus et avoir la main verte, Christian Carnavalet animera une conférence sur la French Méthode avec l'agronome Jean-Michel Roy. Ça sera au campus Georges Méliès le 29 novembre prochain. Jean-Paul Long, vous irez à cette conférence ? Oui, parce que Christian, c'est quelqu'un que je connais depuis longue date. Donc c'est quelqu'un qui fait passer un message et qui est très intéressant. C'est qu'on peut produire tout ce que l'on veut à partir du moment où on y met les ingrédients. Et les ingrédients ne sont pas chimiques, ils sont naturels. Et ça aussi, pour revenir aux jeunes, c'est quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on récoltait, qu'on faisait tout ce qui restait des repas, on fait un compostage local. Avec ce compostage au sein de l'école, ils créent leur petit potager d'école. Et ça aussi, Christian, lui, il a su le mettre dans une situation, je dirais, industrielle, parce que c'est par rapport à la dimension, mais tout est naturel, et ça, c'est très intéressant. Et c'est un reportage de Célia qui a bien plu, puisqu'on a Valoche 0402 qui souligne un très beau reportage, un reportage cool aussi pour Lucinote 14 qui aime bien. Et pour mieux comprendre ce que font les étudiants de cette école de maraîchage, Camille Combray a testé pour vous. Notre journaliste a enfilé sa tenue de jardinière. Vous allez voir, c'est magnifique. Regardez ces images tournées par Elsa Simler. Vous avez vu la théorie dans une première partie. Maintenant, on va voir la pratique. Mais pour ça, je pense qu'il faut que je change de tenue. Maintenant, c'est bon, c'est fait. Je vais pouvoir me mettre dans la peau d'une bénévole. Donc c'est parti, suivez-moi. Bon, dans un premier temps, les bénévoles remplissent des petits pots comme ça avec l'engrais qu'ils ont choisi pour pouvoir ensuite les mettre dans la sphère qui est juste à côté. Allez, je vous y amène. L'idée, c'est de leur laisser le temps de se développer un peu avant d'être piqués, avant d'être mis sur le terrain directement dans la terre qui a été dans un premier temps labourée. Donc là, moi, je suis sur la planche, l'endroit où on peut marcher à côté de là où on va planter nos petites salades. Donc on doit les mettre à 30 cm si je ne me trompe pas. Donc ici, hop, on prend pas les feuilles parce que sinon je me fais gronder. Hop, ici, et après on relâche. Est-ce que c'est pas mal? Voilà. Étape finale, on va chercher ce qu'on a cultivé, surtout avant que ça soit motoculté. Donc là, vraiment, il faut fouiller au milieu des feuilles et je crois que j'ai trouvé une belle courge. Une les récolte. Après les avoir cueillis, il faut aussi les laver. Donc, on donne un petit peu de jet, mais si ça ne suffit pas, on donne aussi un coup de chiffon. Et Christian va nous chercher bien sûr. Hop, et après, on les range. Ok. Bon, en fait, c'était pas tout à fait la dernière étape, puisqu'après, les bénévoles et Christian Carnavalet font le tri de tous leurs légumes qu'ils ont cultivés pour pouvoir les répartir pour Cannes et Montsartou. Christian Carnavalet offre la possibilité à des personnes qui veulent se réintroduire dans le monde du travail de venir apprendre finalement le travail d'un agriculteur. Elsa. Ah, elle est jolie en plus. Voilà. Et du circuit court pour les cantines scolaires. Il n'y en a pas seulement à Cannes. Jean-Paul Loncle, vous êtes avec votre coopérative, vous aidez les jeunes maraîchers à vendre leur production et vous travaillez avec les maraîchers qui viennent de l'école de maraîchage de Cannes qu'on vient de voir à l'instant, c'est ça? Comment vous faites? Oui, c'est-à-dire que tout ce qu'ils produisent, il faut... parce que le département ne produit que 1% de sa consommation. Donc vous comprenez que dès qu'il y a quelqu'un qui s'installe, on va chercher de suite ce qu'il a produit pour alimenter notre circuit. Donc ça c'est important. Les personnes qui s'installent, on les recense, ils nous contactent et on les met de suite en disposition soit au magasin, soit
pour les cantines. Et je pense que ce que fait Christian aussi, il ne faut pas l'oublier, comme le campus Vert d'Azur à Antibes, c'est de donner cette envie aux jeunes de produire et de s'installer. Parce qu'aujourd'hui, 1%, c'est pas beaucoup. Il y a encore des terres qui sont mises à disposition, et on en discutera plus tard, mais ça aussi, c'est important de créer les personnes, de former les personnes qui vont s'installer pour produire. C'est compliqué de donner envie justement aux agriculteurs et aux maraîchers de s'installer? Bien sûr. Écoutez un peu ce qui se dit au niveau de ce qu'on appelle le paysan. Le paysan, c'est noble. C'est un mot que moi j'ai apprécié dans ma jeunesse. Mais aujourd'hui, quand on parle de paysan, vous savez, les jeunes qui vont au lycée agricole sont quand même remontés un peu du doigt encore. Quoique, ça change, parce qu'il y a la notion environnementale. Il y a une notion quand même qui est implantée depuis très longtemps. L'écologie dont vous parliez tout à l'heure, elle est rentrée dans l'enseignement agricole en 1972. On n'en parle pas beaucoup, parce que c'est un ministère à part, il n'appartient pas à l'éducation nationale, c'est un ministère professionnel. Non mais tout ça existait déjà, mais on n'a pas valorisé, parce que c'est le paysan. Celui qui devenait le cutéreux, c'était celui dans la famille qui n'avait pas beaucoup de chance ou qui avait des difficultés pour apprendre, donc il devenait paysan. Vous disiez à l'instant que vous travaillez pour les cantines scolaires, donc combien vous nourrissez d'élèves et combien d'écoles? Ça va vous impressionner. Dites-nous, il y a du suspense. Voilà, eh bien on a commencé par 300 élèves sur la petite commune de Châteauneuf. On a rajouté 300 élèves de la petite commune d'Opio. Et puis est arrivée une idée, c'est d'aller voir la commune d'Antibes. 20 écoles. Vingtaine d'écoles, ça veut dire, et 3 crèches. Ça veut dire 6000 repas jour. Donc aujourd'hui, on est entre 6 et 7000 repas jour. Donc c'est impressionnant. Et c'est pas difficile de produire 6 à 7000 repas jour quand même? Ah ben oui. Notre département ne produit pas tout ça. Déjà, il y a la saisonnalité, il y a les besoins, il y a la régularité, parce qu'on ne peut pas manger que l'été, lorsqu'on produit bien, il faut aussi alimenter les enfants l'hiver. Donc ce que l'on a fait, toujours dans l'esprit du circuit court, c'est-à-dire aucun intermédiaire, voire un maximum entre le producteur et la coopérative, c'est de regarder dans toute la région sud, les 6 départements, qu'est-ce qui était produit en fonction des saisons. Et donc nous avons des contacts avec des producteurs dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Hautes-Alpes, les Alpes d'Haute-Provence et le Var. Et à ce moment-là, en fonction des demandes des nutritionnistes et des repas préparés, on va chercher ce qu'il nous faut là où il faut. Et à vous, avec votre coopérative, en plus de votre exploitation à Châteauneuf-de-Grave, vous avez aussi une petite exploitation sur Opio, c'est ça? C'est cela. Les deux communes ont créé leur petite exploitation. C'est pour ça que nous sommes une SCIC, société coopérative, parce que nous sommes des employeurs. Contrairement à la régie, ce qu'a fait la commune de Montsartou, où c'est des salariés de la commune qui exploitent la ferme. Là, nous, la commune étant petite, et les deux communes étant petites, elles n'avaient pas les moyens de prendre des salariés à charge sur leur budget pour exploiter. Donc l'intérêt était donc de passer par une coopérative, et c'est pour ça que notre coopérative s'est adossée à un marché qu'on appelle marché paysan. Vous voyez qu'on aime bien le terme paysan, parce que là, ça nous permet d'avoir des revenus, des recettes supplémentaires, parce que qui dit repas cantine, on doit satisfaire le producteur, mais également on ne doit pas surélever les coûts, parce que sinon ça veut dire que certaines familles ne pourraient pas laisser leurs enfants manger à la cantine. Donc ça nous permet, le marché, de pouvoir rentrer des finances pour payer notre productrice. Sinon, uniquement, si vous portiez uniquement sur les cantines scolaires, ce serait pas assez rentable, c'est ça? Ben non, vous savez, quand cette année, l'exploitation, enfin la ferme, c'est 45 000 euros. 45 000 euros, si vous achetez tout ce qu'on vient de dire, les semences, ce que vous produisez, vous achetez un tunnel, vous faites un emprunt, vous payez un salarié, il faut quand même que la fermière qui est là, elle vive quand même avec son salaire. Hein, si vous payez bien un salarié. On paye bien un salarié. Non mais parce que voilà. Ça c'est la réalité. On ne le nourrit pas qu'avec ce qu'elle produit, on lui donne quand même les moyens de vivre normalement. Également, ce que l'on a fait avec l'accord de la commune, c'est qu'on lui donne un hébergement gratuit. Parce que là aussi c'est important dans ce département, parce que souvent aussi l'agriculture a reculé et a disparu, parce que payer un logement
dans le 06, c'est quand même très lourd et très difficile dans les budgets. Christian Carnavalet, il utilise la French Method. Comment vous vous organisez sur vos exploitations? Alors, nous, c'est un peu différent. Pourquoi mais je crois qu'il faut qu'on se rapproche encore plus de Christian parce que c'est important. C'est un modèle pour vous? Le fait, c'est... Oui, c'est un modèle, oui, bien sûr. Mais c'est un modèle qui est ancien et qu'on a perdu et grâce à lui, on fait revenir. Pour revenir à votre question, c'est qu'on est obligé de produire des légumes en fonction de la saisonnalité et en fonction des repas et des menus. Et ça, c'est très, 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 très difficile de gérer les deux parce qu'on peut arriver, comme ça nous est arrivé l'année dernière, où on a fait des radis parce que c'était prévu de mettre des radis aux cantines. Malheureusement, avec les conditions climatiques, les radis sont partis plus tôt que prévu. C'était pas prévu dans les menus et en plus, comme il y avait fait sec, ils étaient un peu forts et on n'a pas pu les donner aux cantines. Donc, perte sèche. Donc, vous voyez que c'est très difficile de gérer de cette façon. Alors il y en a pour qui les radis et les légumes, ce ne sont pas leur priorité. Ceux que Léa a rencontrés ont des souvenirs de la cantine bien plus meilleurs que des tomates et des épinards. Regardez. Mon meilleur souvenir à la cantine, donc déjà j'étais enfant dans cette école et c'était quand on pouvait manger en extérieur. Où on avait en début d'été, en fait, il faisait suffisamment bon pour qu'on puisse manger dehors. Et c'était un moment super convivial où on pouvait tous se retrouver, même si on n'était pas dans la même classe, bah, vraiment on pouvait se retrouver ensemble et on mangeait dehors en plein air. C'est de me retrouver avec mes copains, de pouvoir manger des frites et de jouer juste après la cantine avec mes camarades et s'éclater tout au long de la récré. Le gratin dauphinois maison bien crémeux et les gâteaux roulés au chocolat. Voilà. Des frites, des gratins dauphinois ou des roulés au chocolat à consommer quand même avec modération. Samuel Fallet et Jean-Paul Long, vous avez quoi comme souvenir de la cantine? C'est marrant, j'en ai parlé hier, j'en ai aucun souvenir. Pourquoi? Alors, je sais pas, comme quoi ça m'a pas marqué la cantine. J'ai pas spécialement de souvenir de même avec mes potes à la cantine. J'ai pas de souvenir de nourriture. Désolé, je vais pas vous raconter une histoire. J'en avais parlé exactement hier, donc du coup comme quoi c'était pas si marquant que ça. Pour moi, vous mangez de tout? Ah ouais, moi je mange de tout, absolument de tout. J'ai toujours aimé. Non, je vais pas vous dire de bêtises. Je pense, mes parents cuisinaient normalement. Il y a pas de. Voilà. Pourtant, j'ai toujours mangé à la cantine. Aucun souvenir. Et vous, Jean-Paul Oncle? Moi, les grands souvenirs à la cantine, c'est les grandes pièces avec des grandes tables, parce qu'on nous servait des plats, puisque maintenant ils sont quand même bien gâtés, les jeunes, les enfants, et c'est très très bien que ça a évolué comme ça. Quand je vous parle pas des dortoirs des 70 lits, mais c'était cette époque-là. Et je crois que les souvenirs, eh bien c'était tout ça, et on mangeait bien parce que c'était fait maison déjà. C'était important, c'est que la cuisine elle était faite sur place, c'était pas des entreprises qui venaient avec et qu'il fallait réchauffer, et ça c'était bon quoi. Et donc ça on a un peu reculé aujourd'hui? Ah non, au contraire, on y revient. On a compris. On ne revient pas au plat, parce qu'on vient toujours, et je crois que c'est bien aussi au niveau d'imiter les déchets, c'est justement de servir chaque enfant, parce que justement il y a un gros travail qui est fait aussi de connaissance de l'enfant et de ses besoins, et on sert moins mais approprié. Justement, comment mieux manger à la cantine? Naïs, tu as rencontré une nutritionniste, Carole Brahim, elle est à Cannes, et c'était comment? Alors la discussion elle était super enrichissante, j'ai appris plein de choses. Et du coup, comment manger sainement pour un enfant? Et finalement, ce qu'elle m'a beaucoup dit, c'est de se tourner vers le local et les légumes de saison. Donc comme vous en parliez, et Thierry, si je te demande de quelle saison va être le chou rouge, le poireau ou le raisin, eh bien nous, on ne saurait pas forcément répondre. Donc je trouve qu'on n'a pas été assez sensibilisés à ce sujet. Et Carole Brahim est bien d'accord. La régie. Alors normalement, il y a un petit reel du coup sur Carole Brahim qui va apparaître. Je pense qu'on a un réel boulot à faire au niveau des scolaires. Je pense qu'on aurait vraiment intérêt à inclure une fois par semaine ou une session alimentation où on leur apprenne à tripoter, à reconnaître les légumes. Il y a des gamins en CP, ils savent pas ce que c'est un poireau quoi. Tu le vois pas. Alors, on m'a dit de lire vos messages dans le chat.
Mathéo, Baptiste te demande quels sont tes souvenirs de la cantine. J'en ai pas mal de souvenirs. Moi, ce que je me souviens, c'était surtout le hachis parmentier à l'école. Ça divisait beaucoup. Soit on aimait beaucoup, soit on détestait. Et toi alors? Moi, j'adorais et je finissais les parts de mes camarades. Naïs du coup, là, on n'a pas entendu, mais elle supposait d'instaurer 1 heure par semaine ou sur une période pour vraiment inciter les jeunes à mieux comprendre l'alimentation. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'il faudrait faire un truc au niveau éducatif? Il existe, je pense que dans tout établissement où on se réunit pour préparer les menus, et je crois que c'est important, on le fait dans les lycées, on le fait dans les collèges, mais également au niveau de l'école primaire, ça se fait où les enfants participent à l'élaboration des menus. Et ça, c'est très intéressant, notamment lorsqu'on produit sur place et lorsqu'ils préparent les menus. Ils voient très bien que telle ou telle chose, par exemple, pendant 4-5 mois l'hiver, les tomates n'existent pas sur l'exploitation, sur la ferme. Donc il ne faut pas en mettre. Eh bien, ils n'en demandent pas. Parce que, et ça, c'est très important. Il y en a peut-être à côté dans un supermarché, mais il n'y en a pas sur l'exploitation. Et à ce moment-là, on a une nouvelle génération qui arrive. Et je pense qu'il faut y penser à cette génération. Elle va vraiment véhiculer un bon esprit. Ouais. Et un autre souci qui est beaucoup mis sur la table, c'est l'économie aussi. On sait que pour 45% des Français, le premier frein au fait de manger équilibré, c'est justement le prix. Et la solution que la diététicienne m'a tendue, du coup, c'est toujours lié au local, encore une fois, et aux produits de saison. C'est pas forcément de toucher au bio. Ce qu'elle explique, c'est que c'est top, mais parfois le prix est non négligeable aussi. Et il existe aussi d'autres solutions, comme des aliments raisonnés, donc à faible impact environnemental, comme on le propose là, ou aller sur les marchés du coin. Et d'un point de vue économique, on sent la différence. Des aliments raisonnés, Naïs, c'est quoi? Justement, c'est des aliments à faible impact environnemental. D'accord, ça marche. Demain j'irai au marché, mais le petit-déj, on dit que c'est un repas aussi important pour les enfants. Le petit-déj, il est surtout à ne pas oublier. Je sais que si on sonde quelques étudiants, on pourra avoir qu'un thé ou un café, ça peut parfois suffire, mais pour les enfants, hors de question, surtout en période scolaire, c'est obligatoire de bien se nourrir le matin. Le petit déjeuner doit représenter 20 à 25% de l'apport quotidien de l'enfant, sinon il n'aura pas assez d'énergie pour que son cerveau et son corps fonctionnent correctement. Il ne va pas être concentré, il va se sentir fatigué et de mauvaise humeur. Personne n'a envie de voir ça. Et puis jeune, on nous disait qu'il était important de boire du lait, de manger des yaourts au lait de vache et tout ça pour bien grandir. Je suis sûre que petit, vous avez déjà entendu cette fameuse pub qui dit que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Mais n'oublions pas que de base, le lait de vache n'est pas tout à fait adapté au corps humain. Alors le lait de vache est-il si bon que ça pour les enfants? Carole Brahim a aussi répondu à cette question. On est quand même plus près de la taille de la brebis ou de la chèvre que de la vache. Ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le lait de la vache, il y a quand même des facteurs de croissance qui sont énormes, parce que pour que le petit veau devienne une vache à son tour, il faut des hormones de croissance. Notre tube digestif et notre organisme n'est pas forcément fait pour ces hormones de croissance-là. Et après, on est toujours aussi sur une question de quantité. Non, prendre 3 produits laitiers plus une demi-litre de lait par jour, c'est pas idéal. Et on a d'autres solutions que de manger des produits laitiers de vache pour arriver à tenir ses apports en calcium, heureusement. Alors dans le chat, on nous demandait où acheter du bio local dans la région, Jean-Paul Loncle. Et tous les marchés locaux ont du bio. Nous, notre marché, c'est 80% de bio. On est quand même un département qui produit beaucoup de bio. Et on oublie, parce qu'on ne va pas sur les marchés locaux, et je reprends tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faut aller sur les marchés. Les marchés, on a du bio. C'est là que c'est le meilleur endroit pour les acheter, ou le rayon bio au supermarché? Vous êtes dans un super circuit court. Celui qui a produit vous le vend. Voilà. Et il peut vous dire également comment lui, il pense qu'on peut l'améliorer et comment on peut le cuisiner. Et on a un conseil de Louis Béat sur Togo Togo. Il y a des marchands bio qui proposent des fruits et légumes après prix cassés. En plus, les produits
sont hyper bons. Naïs? Je reviens à la chronique et en plus il y a le chat qui en parle, on parle du lait de chèvre aussi, donc on peut orienter nos enfants vers des solutions comme ça, des produits laitiers de chèvre ou de brebis qui se rapprochent plus de notre organisme à nous, de notre tube digestif. Mais alors justement, et si notre enfant il souhaitait être végétarien, est-ce qu'il pourrait? Eh bien figurez-vous que c'est possible, mais ça ne s'improvise pas du tout. L'enfant c'est un organisme en croissance qui a des besoins bien spécifiques qu'il faut savoir satisfaire pour un bon développement. Elle appuie bien dessus, c'est jouable, mais avec un suivi très proche par des parents qui s'y connaissent bien sur le sujet. Donc je ne sais pas si vous avez de la connaissance qui est végétarienne ou qui vous a appris beaucoup de choses sur ces notions-là. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Il faut que le jeune il ait des supplémentations de vitamines et de minéraux. Il faut aussi mélanger des céréales et des légumes secs pour avoir assez de calcium. Donc elle est aussi très claire sur un autre point, pas possible pour autant de rendre son enfant vegan ou végétalien. Elle n'encourage en aucun cas ces deux pratiques qui seraient, selon elle, plus dangereuses qu'autre chose. Naïs, tu parles des personnes végétariennes, véganes et végétaliennes. Ce n'est pas exactement la même chose et ça ne comporte pas les mêmes risques, surtout chez l'enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer les nuances? Ouais. Alors du coup, les personnes végétariennes, c'est les personnes qui ne vont pas toucher à que ce soit la viande ou le poisson. Les personnes véganes et végétaliennes, toutes deux, ne consomment aucun régime mais d'origine animale. Donc ça veut dire que même le miel, même le lait, du coup, tout ça, elles ne vont pas consommer. Et en plus, le véganisme, c'est un réel mode de vie. Donc, outre le régime alimentaire, ces personnes-là ne vont pas toucher, par exemple, à des produits issus de l'animal, des produits, vestimentaires, je voulais dire. Donc, par exemple, adieu les ceintures en cuir, les chaussures en cuir ou les vraies fourrures. Ça, on évite. Et on voit que ces régimes, ils apparaissent de plus en plus, mais d'autres invités se glissent à table. Mais lesquels? Eh bien, les écrans. Et oui, les écrans s'invitent même dans nos assiettes. En discutant avec cette diététicienne, le lien devient évident. Aujourd'hui, des chiffres vertigineux sont tombés. On sait que les 8-17 ans, ils accumulent en moyenne 5 heures d'écran par jour. Donc autant de temps passé devant les écrans, logique qu'ils nous perturbent. Ça joue beaucoup sur deux choses. Déjà, la pub. Avoir des mises en scène les plus farfelues et captivantes les unes que les autres, évidemment que ça nous fait normaliser un peu cette surconsommation de produits ultra transformés. Donc oui, c'est logique, après, un enfant va vouloir les céréales Lion, comme on a pu le voir dans le chat, ou un tel gâteau, un tel goûter, ou les fameux Babybel. Et bien, ça pousse à une alimentation qui n'est pas forcément très raisonnée et ni très saine. Puis il y a aussi le fait de manger devant les écrans. Plus simple, plus rapide, mais les enfants font moins de bruit, ça c'est sûr, mais on sait combien c'est facile de le faire. Je suis sûre qu'on l'a déjà tous fait pour écrire un dernier mail ou regarder une série. Mais le souci, c'est que devant un écran, le cerveau de l'enfant, il n'enregistre pas qu'il mange. Il ne fait pas attention, tout à l'heure, vous le disiez, au visuel, à l'odeur, à la texture, au goût et aux quantités des aliments qui occupent son assiette. Il est important d'apprécier les aliments et de relier ça à un temps de partage et d'appréciation du moment. Donc, une étude d'Obesity Review montre que les enfants qui prennent pour habitude de se nourrir et de regarder les écrans au quotidien sont plus à risque de tomber en situation d'obésité. Mais du coup, c'est quoi la solution pour aider les enfants et les parents? Caroline Brahim nous l'explique dans une dernière vidéo. Proposer différentes présentations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut éduquer le goût. C'est-à-dire que de tout petit, proposer différents fruits, différents légumes et que ça devienne un vrai plaisir. Et puis, présenter sous différentes formes. Ah ouais, j'aime pas les courgettes, peut-être que j'aime le gratin de courgettes, peut-être que j'aime la quiche aux courgettes. Et en fait, le but, c'est vraiment de proposer le même aliment sous différentes formes pour qu'à un moment donné, ça matche. Merci à Carole Brahim pour cet éclairage et merci Naïs pour cette chronique. Comment mieux manger quand on est enfant? Jean-Paul l'oncle, manger devant Twitch ou devant notre prochaine émission qui aura lieu le 2 décembre prochain, c'est quelque chose qui pourrait vous arriver? D'abord, Twitch, ça veut dire quoi? Twitch, c'est la plateforme sur laquelle on est diffusé en ce moment. Moi, je vais dire, je suis grand-père. Et je comprends pas tout ça, donc voilà, je reste très terre à terre, voilà. Mais il y a justement, parce que je suis grand-père, il y a un point qu'on n'a pas insisté, c'est que l'on fait dans les écoles aujourd'hui, c'est qu'on fait venir les grands-parents manger avec les enfants dans les classes, et dans les écoles, et ça c'est très important. Ce contact est important et ça permet de refaire un lien qu'on a perdu dans moi-même en tant que papa. J'ai fait perdre ça peut-être à mes enfants,
le lien avec leurs grands-parents. Mais je crois que c'est très important. Et ça aussi, ça stimule l'enfant à bien manger. Parce qu'il y a le grand-père qui vient manger, la grand-mère qui vient manger avec eux à l'école. Et ça s'est instauré donc sur la commune. Et c'est un très bon levier également pour les jeunes. Dans le chat, ça vous aurait plu de manger avec vos grands-parents à la cantine? Dites-nous tout dans le chat. Bien pour la discipline. Dès lors que... Non. Moi, je veux bien commenter un Mais oui, truc, allez-y. Sur le fait de manger devant un Twitch, etc. On dit souvent que le bio et le local, enfin que le bio c'est cher. Ouais. Du coup, la question sur est-ce que d'acheter du bio dans un supermarché c'est bien ou c'est pas bien, bon, chacun se fera son avis, mais acheter du bio dans un supermarché, c'est contribuer à un système agroalimentaire général, globalisé, avec la mondialisation, des effets de concurrence entre pays, etc., qui posent problème, et aussi des aliments qui arrivent de très loin, et donc qui posent des questions sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc manger local, c'est très important, manger bio, ça l'est aussi. Mais aussi, le budget qu'on accorde, nous, tous, généralement, pas nos enfants, les adultes, à la nourriture saine et de qualité, ça, c'est important. Et effectivement, on accorde aujourd'hui un énorme budget à tous les téléphones, les écrans, etc. Et ça, c'est des choses qu'on enlève de nos budgets d'alimentation. Et après, on a tendance à dire que la nourriture, c'est trop cher. Alors que la réalité, c'est que nos paysans, ils travaillent 70 heures par semaine et qu'ils ne sont pas payés un SMIC. Donc la question de la valeur, elle est vraiment à se poser aujourd'hui sur qu'est-ce qui est aujourd'hui essentiel pour nous et qu'est-ce qu'on achète. Oui. Et grâce à vous, oui. Le bio qui est cher aussi, c'est le bio qui est hors saison. Parce qu'on fait le venir très loin. Si vous achetez du bio de tomates en saison, si vous achetez du chou en saison, le poireau en saison, il est à un prix raisonnable et prix correct par rapport aux producteurs. Puis il y a certains légumes qu'on peut planter dans son jardin ou même sur un balcon. Et bien sûr, on joue avec ça, avec les enfants. Et justement, grâce à vous, Jean-Paul l'oncle, Oscar va manger son sandwich avec son grand-père et Evan aussi. Sandwich bio. Sandwich bio, sûrement. Local déjà. Restons. Alors bien manger à la cantine, ça n'a pas été toujours la priorité. Léa, pour ta chronique, tu as choisi de remonter le temps. Et tu vas nous parler de l'histoire de la cantine. Alors, à quoi ressemblait la cantine à l'époque de nos grands-parents? On va en parler juste après ces images d'archives de Lina et on en discute donc juste après. Voilà. Je vous ai vu rire tous les deux pendant la diffusion de ces archives. Pourquoi? Parce que Jean-Paul tout à l'heure disait qu'il avait des bons souvenirs de la cantine. Forcément, s'il y avait du vin rouge à la cantine, ça change la perception de la cantine. En tant que lycéen. En tant que lycéen. C'est vrai que ça fait une sacrée différence par rapport à aujourd'hui. Et vous, à la maison, dites-nous ce que vous préférez, la cantine de l'époque, comme on vient de le voir, ou la cantine d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Alors, on me fait des signes partout. On me dit, Thierry, tu es pour ou contre un petit verre à la cantine? Moi, pour l'instant, ça va. Et j'aurais bien aimé avoir une pinte, dit Aurélien, à la cantine. Et oui, maintenant, c'est plus possible. C'est vrai que ça fait une sacrée... Non, je pense qu'il faut revenir quand même. Le vin qu'on avait, c'était vraiment de la piquette. Il ne faut quand même pas croire que c'était du vin. Oui. C'était dilué à l'eau. C'était coupé à l'eau, il me semble. Il valait mieux le couper à l'eau. Léa, salut, tu vas bien? Ça va et toi, merci. Moi ça va. Alors on parle de cantine donc depuis tout à l'heure, et d'où vient ce mot? Alors le terme cantine, il apparaît pour la première fois autour de 1680 en Italie et il désignait un coin retiré, une réserve. Puis peu à peu, le réserve est devenu le cellier, qui est devenu un petit coffre, qui est devenu elle-même une malle de fer qui servait à l'armée. Et vous vous demandez sûrement, c'est quoi le rapport avec le sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot? Eh bien, figurez-vous qu'ensuite la cantine est devenue un magasin fournissant aux soldats alcool et tabac. Vous voyez où vont en venir. Et oui, la cantine devient le lieu de restauration pour les soldats, puis ensuite pour tout le monde. Vous l'aurez compris, le mot cantine a bien cheminé avant de prendre son sens actuel. Aujourd'hui, il est couramment utilisé pour désigner le lieu dans lequel les repas sont servis. On dit par exemple que la première cantine scolaire serait née à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, sous l'initiative du notaire et maire de la commune, Émile de Passe, dans une salle d'asile et d'hospitalité créée pour recevoir les enfants nécessités des faubourgs d'ouvriers de la capitale livrés à la rue. Il organise le premier repas collectif le 1er janvier 1844 avec une centaine de jeunes enfants qui prennent place autour de 4 tables disposées en rectangle, l'ancêtre du réfectoire. Et alors Léa, quand le réfectoire qu'on connaît aujourd'hui a été mis en place? Dès lors que l'école est devenue obligatoire. Et oui, c'est en 1880 que les premières cantines ont fait leur apparition. Pour autant, tous les enfants n'y mangeaient pas. À la campagne, les enfants avaient pour coutume d'emporter leur petit panier repas car ils venaient bien souvent à pied et d'assez loin.
Tandis qu'en ville, la cantine était un peu plus développée dans l'idée de favoriser l'assiduité à l'école. Il faudra tout de même attendre l'arrivée de Léon Blum au pouvoir en 1936 pour que chaque école adopte son propre réfectoire. En 1956, le vin est finalement interdit dans les cantines scolaires, comme on l'a vu tout à l'heure, au moins de 14 ans. Et ce n'est qu'en 1981, donc assez récemment, que cette interdiction est appliquée au lycée. Oui, vas-y. Mais petite parenthèse, pourquoi l'alcool à la cantine? Eh bien parce qu'à l'époque, l'alcool était réputé pour renforcer l'organisme. Et oui, selon les scientifiques de l'époque, l'eau n'étant pas toujours potable, il était préférable de la remplacer par du vin. Le vin rouge était considéré comme un complément alimentaire bénéfique pour la santé. Il contient des antioxydants et des flavonoïdes qui aident à prévenir certaines maladies. Et puis le vin rouge était associé souvent à la culture et à l'art de vivre français, renforçant ainsi son rôle dans la restauration scolaire. Vas-y, continue. À partir des années 70, la législation française s'organise pour de bon. Et oui, en 1969, c'est l'organisation des premières cuisines centrales en France permettant une meilleure gestion des repas scolaires et une standardisation de la qualité alimentaire. 1971, le gouvernement français rend la restauration scolaire obligatoire dans les écoles primaires, contribuant à garantir que tous les enfants aient accès à des repas équilibrés. En 1981, François Mitterrand, président de la République, promulgue une loi garantissant un repas chaud par jour dans toutes les écoles primaires françaises. En 2001, le programme national Nutrition Santé, PNNS, est lancé visant à améliorer l'alimentation des jeunes et à lutter contre l'obésité infantile avec des répercussions positives sur la restauration scolaire. Et enfin, en 2011, est introduit le plan national pour l'amélioration de la restauration, visant à promouvoir des repas plus sains, équilibrés et durables dans les cantines scolaires. Il précise des recommandations du programme de 2001, notamment avec des indications sur le grammage du sucre dans une portion. Finalement, la loi agriculture et alimentation dite Egalim est votée. Et elle prévoit une meilleure rémunération des agriculteurs et une alimentation plus saine, avec notamment 50% de produits durables ou 6 signes d'origine et de qualité, dont au moins 20% de bio. Depuis 2022, les bouteilles d'eau et les touillettes en plastique sont interdites depuis 2020. Merci Léa, et si vous mangez à la cantine, sachez que c'est aussi grâce à la loi Egalim que vous avez un repas végétarien une fois par semaine. Jean-Paul Loncle, on a une question dans le chat. Est-ce que les serres communales cultivent des légumes moins cotés, de style topinambour, butternut, patates douces? De mémoire, je n'en ai jamais eu à la cantine où il n'y avait que quelques légumes différents, carottes, courgettes, concombres, et peut-être que c'est bien de varier pour les enfants. On cultive tout, parce que justement l'objectif c'est de cultiver, montrer aux enfants comment on cultive et après pouvoir le mettre dans l'assiette. Il ne faut pas faire tout le circuit, on en fait peu parce que c'est il y a des habitudes difficiles à supprimer, mais on commence à en faire. Naïs, tu préfères manger chez toi ou à la cantine? La cantine, c'est des très bons souvenirs avec les gens, mais c'est vrai que chez soi aussi, c'est agréable. On a reçu un groupe de Costa-Ricains. Au Costa Rica, les cantines sont ouvertes toute l'année, même les jours où l'établissement est fermé. Pour que les gens puissent se nourrir, ils peuvent aller à la cantine, il y a toujours une assiette pour eux. Jean-Paul Long, vous êtes donc le président de cette coopérative depuis un peu plus d'un an, mais elle a un peu plus, elle existe depuis un peu plus longtemps. La coopérative, elle existe depuis combien de temps? Alors, elle a fait plusieurs étapes. D'abord, on a commencé par une association en 2017. En 2022, avec le Covid, on s'est transformé en coopérative parce qu'on s'est aperçu qu'on avait énormément de produits à mettre à disposition des citoyens. Et donc on a porté chez les citoyens ce qu'on avait produit sur les fermes et sur les fermes des producteurs de la commune et des communes voisines. Et à ce moment-là, on s'est transformé puisque l'intérêt, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était de trouver un peu des moyens financiers pour appuyer le recrutement de notre chef d'exploitation, chef de ferme. Donc voilà. Donc ça, c'était important. Si on ne vendait pas, on ne pouvait pas financer. Est-ce que la loi Egalim, on verra tout à l'heure qu'elle a plusieurs étapes, est-ce que la loi Egalim, elle a changé votre travail au sein de cette coopérative? Non, parce que cet esprit, cette coopérative, elle est née de ce besoin des citoyens, de ce besoin politique. Donc la loi Egalim nous a aidés, nous a appuyés, mais l'idée, elle s'est construite avant. Ayumi, oui, allez-y. Je peux rebondir là? Bien sûr. On ne sait jamais si Wisebot, Marildoun et Biscuit veulent nous rejoindre. On est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que la différence avec d'autres coopératives qu'on peut connaître classiquement, c'est que dans notre coopérative, on n'a pas d'objectif d'enrichissement.
On est vraiment là pour faire un projet de territoire. Donc dans notre coopérative, il y a des citoyens comme nous tous, il y a des producteurs, il y a la communauté d'agglo, il y a 2 communes et il y a des entreprises sociales et solidaires. Tout ce collectif, c'est pour ça qu'on parle de coopération sur nos territoires, on essaie effectivement de faire que l'ensemble des gens du territoire puissent se nourrir en bio et en local, avec des grosses limitations, parce que une des particularités de notre département, c'est d'avoir effectivement très peu de terrains agricoles. Donc la grande urgence, c'est déjà de pouvoir produire. Tout à l'heure, vous nous demandiez là comment on faisait pour les 22 cantines. En fait, on ne peut pas produire pour les 22 cantines. Si Châteauneuf, village de 3000 habitants, devait nourrir tous ses habitants avec sa production, on devrait raser le village et mettre tout en terrain agricole. Donc en fait, en France, on a des greniers qui nous permettent de s'alimenter, etc. Le but du jeu dans notre département, c'est de réduire un maximum le nombre de kilomètres qu'il fait entre le produit et son assiette. Mais cette coopérative, elle s'est créée pour justement intégrer les citoyens dans les politiques alimentaires. Là, on entendait dans le reportage tout à l'heure, le ministère, nanana, a décidé que pour les cantines, nanana. L'idée, c'est que là, aujourd'hui, tous ensemble, on arrive à s'introduire dans ces politiques alimentaires, pouvoir jouer directement sur comment on réimplante de l'agriculture dans notre département, comment on va avoir un accès à une alimentation de qualité, etc. Et comment aussi nos enfants vont bien manger. Donc n'hésitez pas, c'est 20 € la part sociale. À vie, c'est pas une adhésion, c'est 20 € la part sociale. Et comment on fait pour vous rejoindre alors ? Vous nous contactez, donc c'est la CIC Les Ferrages. On est en train de... Jean-Paul, il a fait l'historique. En 2018, on a créé l'association. Une des particularités, c'est qu'on allait tout de suite dans l'opérationnel. On a mis les mains dans la terre, on a essayé d'approvisionner la cantine, etc. On a complètement oublié la communication. Donc, essayez de le taper aujourd'hui. On a créé des réseaux sociaux il y a à peu près 1 mois seulement. Voilà, donc on va créer un site internet. Mais aujourd'hui, on est quand même 125 opérateurs, il faut le savoir. Donc, 125 opérateurs qui, tous les jours, s'activent. Les cantines d'Antibes, par exemple, sont approvisionnées effectivement par notre coopérative, mais quand l'agricultrice elle est malade ou elle est en vacances, c'est des bénévoles qui sont dans le terrain. Sur notre marché paysan qui nous permet de valoriser les agriculteurs locaux, quand les salariés sont malades, c'est des bénévoles qui sont à la caisse en train de vendre. Donc c'est vraiment une appropriation des citoyens des enjeux de l'alimentation et de l'alimentation de notre territoire qu'on partage tous ensemble. Merci Jean-Paul Loncle et Samuel Fallet pour avoir accepté notre invitation. On a découvert l'histoire de la cantine avec Léa. Maintenant, on va voir comment ça se passe aujourd'hui, comment les cantines s'adaptent à cette demande de manger toujours plus local, toujours plus bio et toujours plus bon. Ayumi, tu es allé pour nous tester la cantine éco-responsable de Montsartou. Regardez ces images tournées par Léa Santelli. Bonjour à toutes et à tous, on est actuellement en face de la cantine de l'école Lauré Dubois à Montsartou. C'est une cantine 100% bio et un vrai exemple pour la loi Egalim. On va la tester tout de suite. Donc là actuellement on est dans les frigos de la cantine de Montsartou. C'est là où ils stockent tout et tout vient de la régie. En fait la régie c'est le petit potager à côté, donc vraiment tout est local, tout est bio. Donc on va un peu regarder ce qu'il y a dedans. Donc ici par exemple on peut voir les poireaux, les haricots, c'est de la courgette, je me suis trompée. Donc maintenant je vais tester pour vous, c'est parti. Donc là en fait on nous a expliqué tout à l'heure qu'il y avait des grosses gamelles pour les enfants s'ils savent qu'ils veulent le manger et des plus petites pour qu'ils puissent goûter, comme ça fait pas de gaspillage. C'est bon, j'ai récupéré mon plateau, donc j'ai pris un peu de tout, verdure, féculents, protéines, fruits. Tout vient du potager d'à côté et d'ailleurs on m'a dit que en fait, même l'eau que les enfants ils ne buvaient pas, tout allait pour le potager, pour les arroser, donc vraiment tout est pensé pour être 100% écolo. Donc on va goûter, let's go. Oh merde, c'est super bon. Alors Léa, c'est bon? Bah ouais, c'est bon, franchement elles sont hyper bonnes. Donc là c'est pour jeter nos déchets, donc il y a tous les tri. Et Franck Luange nous a rejoint en plateau. Bonjour Franck. Bonjour Thierry. Vous êtes le directeur de la transition urbaine de l'agglomération Cannes Pays de Lérins. Concrètement, votre rôle c'est d'appliquer la loi Egalim à l'échelle locale, c'est ça ? Alors oui, dit comme ça, effectivement, ça ne donne pas forcément envie, mais mon rôle, c'est plutôt de mobiliser l'ensemble des acteurs qui interviennent sur
la production agricole, la consommation, la distribution, la logistique. En fait, tout ce qui compose, ce qui fait qu'on peut avoir quelque chose à manger dans notre assiette. Et pourquoi le bio et ce besoin de manger dans les écoles est important aujourd'hui ? Alors pourquoi le bio ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en pratiquant un certain nombre d'analyses sur toutes les couches de la population, on commençait à avoir des accumulations de pesticides et de perturbateurs endocriniens qui sont quand même très préoccupants et qui peuvent être à l'origine de développement de maladies qui se répandent de plus en plus. On a du mal à en mesurer d'ailleurs tous les effets. Et on s'est rendu compte également que le bio permettait de limiter l'accumulation de ces perturbateurs endocriniens et de ces pesticides au sein des organismes, et donc de permettre à la population d'aller vers une meilleure santé. Est-ce que vous pouvez nous parler du plan alimentaire territorial que vous mettez en place dans toutes les communautés d'agglomération ? Alors oui, le projet alimentaire territorial, c'est un outil qui est assez ancien puisqu'il a été créé en 2014, mais qui a subi un véritable coup d'accélérateur avec la mise en place de la première loi Egalim en 2018. Et l'objectif, c'est justement de donner les moyens aux collectivités de venir en aide et en soutien aux agriculteurs, au monde agricole, d'accompagner les distributeurs, d'intervenir sur tous les maillons de la chaîne agroalimentaire pour permettre à l'ensemble de la population d'avoir une nourriture de qualité et plus durable. Il y en a Jean Bombeur, est très intéressé par votre moustache. Alors pour répondre, mon secret, c'est juste que je cuisine et je mange de bons aliments. Voilà. Lancez-vous. Ça marche que pour les hommes, hein. Ça ne fait pas le même effet sur les femmes. Financièrement parlant, est-ce qu'il n'y a pas des limites à ce plan alimentaire territorial ? Alors, il y a toujours des limites financièrement parlant, mais heureusement, bien souvent, quand on réfléchit différemment, on arrive à contourner un certain nombre de ces limites. On parlait tout à l'heure du prix que ça pouvait représenter pour le panier d'un ménage, hein, de se nourrir différemment. Mais je pense que Samuel a un peu parlé du temps qu'on choisissait d'accorder notamment aux écrans ou à la communication numérique tous les jours. Et en fait, quand on recommence à utiliser des produits bruts à la cuisine, on s'aperçoit qu'avec l'habitude, ça peut être assez rapide. Et on arrive à diminuer le coût de son alimentation dans des proportions relativement importantes tout en mangeant mieux. Et je reviens sur la cantine et le réfectoire dont on a parlé tout à l'heure. Notre particularité, notamment en France, c'est que c'est un espace de sociabilisation qui est très important. Aujourd'hui, on a pris l'habitude, enfant, de manger ensemble. Et il y a des pays où ça a complètement disparu. Et ça a un impact aussi sur la santé. Au-delà de la qualité de l'aliment, le fait de prendre le temps de manger, d'assimiler ce qu'on mange, d'échanger, ça a un impact mesuré et mesurable. Merci Franck. Salut Ayumi, tu vas bien ? Salut Thierry, ça va et toi ? Oui, ça va, très bien. Tu nous parles de la cantine de Montsartou qui est innovatrice dans ta chronique. Exactement Thierry, on peut même dire que la cantine de Montsartou, elle est avant-gardiste sur l'écologie dans les cantines scolaires françaises. C'est une cantine qui est 100% bio depuis 2012 et qui en plus est la première en France à avoir un potager municipal à sa disposition. Donc elle utilise les légumes et les fruits de ce potager pour préparer ses repas. Et ça marche plutôt bien. Pour vous dire, ils produisent 25 tonnes de légumes bio par an qui permettent d'alimenter à 85% les cantines des 3 écoles ainsi que les crèches de la ville, soit environ 1000 repas servis par jour. Pour les 15% restants, ils font en sorte de prendre des produits de bonne qualité. Les repas, ils sont équilibrés et ils sont sains. Comme la loi Egalim l'impose, ils font une fois par semaine un repas végétarien. Ils font aussi attention au gaspillage et ils limitent l'utilisation de plastique dans les cuisines. Et cette restauration collective, et c'est un vrai exemple pour la loi Egalim. Et Franck Luange, Montsartou a créé donc une formation universitaire reconnue en Europe. Est-ce que cet exemple de Montsartou, vous souhaitez le voir appliqué dans la communauté d'agglomération Cannes Pays de l'Érins ? Alors, c'est évident qu'ils ont réussi en fait à mettre en lien l'objectif politique avec la technique et les moyens de donner à la technique. Et moi, ce que j'ai pu constater sur Montsartou dans les écoles, ce dont vous parliez, c'est que surtout, et c'est ça la clé principale, ils ont donné envie aux enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la démarche de les convaincre de faire un petit pas. On a des enfants qui deviennent véritablement acteurs et qui inscrivent leur changement dans la durée. Et ça veut dire que quand on va arrêter de leur en parler, ils auront déjà assimilé cette façon de faire et ils deviendront pas que des ambassadeurs, ça va devenir partie intégrante de leur vie. En fait, aujourd'hui, la nourriture, manger du bio ou manger sainement, on en parle comme un combat à mener.
En fait, le premier indicateur qu'on est vraiment dans la bonne direction, c'est quand c'est plus une question. C'est que quand on se prépare un repas, on cuisine un petit peu, on prend les aliments, on peut avoir des aliments transformés aussi, mais on a quelque chose de diversifié. Et cet exemple-là, c'est sans doute ce qui est la meilleure leçon à en retenir. C'est-à-dire qu'il faut être au plus près de son territoire, toujours agir avec les personnes que l'on a sur son territoire, dans les écoles ou les adultes qui travaillent dans les écoles ou alors les parents d'élèves, et qu'on puisse créer sa propre démarche. C'est inspirant, mais ce n'est pas un modèle qu'on peut calquer sur n'importe quel territoire. Et alors Ayumi, est-ce que tu peux nous parler de la loi Egalim ? Oui Thierry, eh bien déjà on peut parler des lois Egalim parce qu'il y en a eu 3. Donc déjà monsieur vous avez dit qu'il y en a eu la première en 2018, la deuxième en 2021 et la troisième en 2023. Elles sont issues des états généraux de l'alimentation. C'est une loi, je rajoute parce que vous avez déjà un peu expliqué ce que c'était. C'est une loi qui est pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation plus durable. Donc ça ne touche pas que les restaurations collectives, ça touche vraiment l'ensemble du secteur alimentaire, comme aussi par exemple les supermarchés, ils sont touchés. Voilà. Oui. C'est à toi. Et quels sont les objectifs de cette loi, Ayumi ? Un des premiers objectifs de cette loi, c'était de bloquer la course au prix bas dans les supermarchés pour améliorer la rémunération des agriculteurs et valoriser la production agricole. En gros, c'est pour permettre vraiment aux agriculteurs de mieux vivre de leur métier. Par exemple, si le prix de production d'un agriculteur est de 5 € le kilo, l'industriel ne peut plus acheter en dessous du prix. Ça nous paraît vraiment logique pour nous, mais en fait, ça arrive très souvent que les industriels achètent en dessous du prix de production des agriculteurs. Et le but de ces lois aussi, c'était d'améliorer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits, et notamment dans les restaurations collectives scolaires. Parce qu'il faut tout de même rappeler que chaque année, il y a en moyenne plus de 7 millions d'élèves qui mangent dans les restaurants scolaires, et en moyenne 7,3 milliards de repas qui sont servis en restauration collective, selon le syndicat national de la restauration collective. C'est un grand nombre de personnes qui mangent au quotidien dans les cantines, donc ils se doivent d'avoir accès à une alimentation saine et responsable. Et alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que cette loi préconise ? Alors déjà, la loi, elle s'assure que ça se passe mieux entre les producteurs et les distributeurs, et que ce soit surtout plus équitable et juste pour les producteurs. Ensuite, il y a plusieurs restrictions mises en place dans cette loi pour favoriser une alimentation plus saine, pure et durable, comme la limitation d'utilisation des produits phytosanitaires, qui permet donc d'améliorer la qualité des produits, mais aussi de protéger les riverains et la biodiversité. Donc la loi, elle vise également à limiter l'utilisation de plastique. Donc 62% des communes n'utilisent pas de contenants plastiques pour la cuisson ni la réchauffe. À partir de 2025, l'objectif, c'est d'arrêter totalement l'utilisation de plastique. Mais qu'est-ce que cette loi ? Est-ce que vraiment cette loi fonctionne vraiment ? Eh bien, pas vraiment Thierry. Par exemple, un des objectifs phares était qu'en 2022, la moitié des produits utilisés en restauration collective devaient être issus de l'agriculture durable ou sous signe d'origine de qualité. Sauf que le 19 juin 2024, l'Association des maires de France a révélé dans une enquête que seuls 18% des communes respectaient les seuils des produits durables et de qualité fixés par la loi Egalim pour les repas servis dans les établissements scolaires. Donc pour expliquer ce retard de la mise en place de ces mesures, 40%... Donc pour expliquer ce retard de la mise en place de ces mesures, 40% des répondants à l'enquête citent des difficultés plus fortes pour s'approvisionner. Donc par exemple, c'est plus dur à cause des prix des produits de meilleure qualité qui sont forcément un peu plus élevés. Toutefois, on peut rappeler qu'elles sont plus nombreuses à respecter l'objectif de produits biologiques, 37% selon Le Monde en 2023. Si vous me permettez, il y a un point très important dans ce que vous soulignez, c'est qu'effectivement les produits de qualité sont souvent plus chers. Et bien souvent, et c'est en ça que la loi Egalim est une petite révolution, c'est que les collectivités ont pensé pendant des décennies qu'accroître la qualité du service en restauration collective et en cantine, c'était proposer le plus de variétés possible et proposer de la viande à tous les repas. Et proposer des produits de qualité à tous les repas, notamment en viande, qui est un produit très cher, c'est pas possible. Par contre, composer son menu sur la semaine pour manger peut-être 2 fois de la viande et 1 fois du poisson, de manière à avoir moins de volume mais l'avoir de meilleure qualité,
on arrive à mieux maîtriser son budget, ce qui est très important, parce qu'il y a toujours une vocation aussi sociale dans la restauration collective scolaire. Et ça, c'est primordial. En matière de gaspillage alimentaire, c'est un effet colossal. C'est-à-dire que pour une commune qui veut bien faire les choses et qui veut proposer un maximum de choix, par exemple 2-3 plats chauds, on sait qu'à partir du moment où elle multiplie le nombre de plats chauds qu'elle propose dans un self, par exemple, elle multiplie par 2 le gaspillage alimentaire. Et donc, elle plombe son propre budget. Donc, c'est vraiment cette révolution-là, dire que la qualité du service que l'on offre au public, c'est pas la quantité, c'est pas le choix, ça va être de la meilleure qualité nutritionnelle, avec des choses qui sont goûteuses, mais avec des choix peut-être plus restreints au moment où on se présente en self. Et alors, on a justement une question. Est-ce que la loi Egalim impose un seul repas par semaine qui est végétarien, ou est-ce que ça peut être plusieurs repas végétariens, ou est-ce qu'une école, finalement, peut proposer tous les jours que du végétarien? C'est un repas minimum, repas végétarien minimum par semaine. Les cantines peuvent proposer plus. Maintenant, je pense que les nutritionnistes ne seraient pas forcément favorables pour qu'il n'y ait que des repas végétariens pour tout le monde. Voilà. Et par contre, l'autre transition à faire, c'est que, et c'est ce qu'a amené aussi la loi Egalim, un repas végétarien, ce n'est pas un repas sans viande. Un repas végétarien, c'est avec des protéines qui peuvent être d'autres origines. Ça peut être un steak végétal, même si c'est la nourriture transformée. Ça peut être des légumineuses. Il y a énormément de choses qu'on peut amener en complément. Et vous, quel est votre objectif dans l'agglomération Cannes Pays de Lérins? Alors notre premier objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que nos agriculteurs arrivent à vendre leur production et surtout à la produire. Parce qu'on en a assez peu parlé pour l'instant, mais la production agricole est soumise aux aléas climatiques. Aujourd'hui, on a des agriculteurs sur nos territoires au sens large, pas que celui de l'agglomération, qui sont soumis à de plus en plus d'à-coups. Et donc ça veut dire qu'ils ont de moins en moins de capacité à prévoir leur production, ce qui fait que les volumes s'écroulent, les rendements diminuent. Donc nous, notre agglomération, elle est là aussi pour mener des innovations, des expérimentations, pour permettre de maintenir ces rendements-là, soit par des pratiques d'agroécologie, soit en travaillant un petit peu sur de la haute technologie, faire de l'agritech par exemple. Donc on essaie de se positionner sur tous ces secteurs où le privé ne peut pas aller seul et où la puissance publique peut venir en soutien. Et si je peux rajouter quelque chose pour les plats végétariens, du coup, une fois par semaine, il y a l'école de Montsartou, en fait, eux, dans le mois, ils peuvent en faire un peu plus qu'une fois par semaine. Vraiment, c'est pas limité à un seul. Ils peuvent se faire plaisir, on va dire. Et donc, Ayumi, est-ce qu'au final, la loi Egalim, elle a permis d'améliorer la condition des agriculteurs? Alors malheureusement pas vraiment, Thierry, parce que les industriels en fait ils continuent toujours de bénéficier de leviers de négociation plus puissants par rapport aux producteurs. Donc les textes de loi seraient peu voire pas du tout appliqués par les grandes distributions, car la loi serait trop peu contraignante. Trop peu contraignante selon les agriculteurs. Donc par exemple, comme on l'a vu au début de ma chronique, normalement les agriculteurs, ils ne devaient plus recevoir des prix en dessous de leur coût de production par les industriels. Or, dans un rapport de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, on a vu que c'était toujours le cas et que malgré les revendications de la loi, ça n'a pas été appliqué. Et alors, est-ce que les agriculteurs ont vraiment une place sur ce marché ? Alors c'est assez compliqué pour eux de se faire une place sur ce marché. Il y a un rapport de l'autorité de la concurrence en 2020 qui a mis en évidence que le marché de la distribution alimentaire est extrêmement concentré avec seulement quelques grands groupes, comme par exemple on a Cisco, on a Transgourmet ou encore groupe Pomona. Il contrôle une part significative de l'approvisionnement en produits alimentaires pour les cantines. Cette concentration, elle réduit la concurrence et limite les opportunités pour les petits producteurs du coup d'entrer sur le marché. Mais aussi, selon une enquête réalisée par AgroParisTech en 2021, il y a de nombreux agriculteurs qui se plaignent des normes de qualité et des certifications exigées par les grandes entreprises de distribution. Par exemple, certains agriculteurs peinent à se conformer aux critères de certification bio pour pouvoir fournir les cantines, ce qui les empêche souvent d'accéder au marché. Merci Ayumi. On voit bien que la loi Egalim est très controversée. Les intentions sont bonnes, mais dans les faits, la loi n'est pas encore très bien appliquée et parfois elle handicape tout simplement les agriculteurs face aux industriels. C'est ce que vous observez aussi, Franck Lange ? Tout à fait. Mais par contre, un agriculteur aujourd'hui, c'est un paysan, mais c'est un chef d'entreprise. Il est tout à la fois. Donc quand le modèle économique ne se met pas en place, ce qu'il essaie de faire, c'est de trouver un modèle qui fonctionne. Sur le département, la particularité, c'est qu'on a
plus de maraîchage bio, par exemple, que dans certains autres départements de France. Mais le modèle économique, il commence à vendre plus aux particuliers qu'à vendre des distributeurs ou à vendre directement pour la restauration collective. Parce qu'ils arrivent à mieux préserver leur marge en réduisant les intermédiaires. Et ça leur permet de vivre de ça. Mais ce n'est pas un modèle qu'on peut reproduire à l'échelle nationale. C'est très spécifique à notre département. Mais en fait, tout le monde essaie de trouver quelque chose qui va lui permettre de produire plus de qualité, de mieux vendre pour vivre correctement et se sortir un peu plus qu'un SMIC, parce qu'il y a quand même, et comme l'a souligné Samuel tout à l'heure, énormément qui sont sur des revenus très faibles. Et alors justement, on a des questions. Comment Engard 18 demande comment aller au-delà de la loi Egalim, quelle avancée on peut faire? Alors comment aller au-delà de la loi Egalim? C'est très simplement en tant que consommateur. Qu'on soit consommateur parent d'élèves ou consommateur dans une restauration collective parce qu'on est dans une entreprise, etc., c'est essayer de faire évoluer la façon dont les menus sont composés. Parce que pour pouvoir manger des produits de saison et pour pouvoir se calquer sur ce que les paysans peuvent produire, ça veut dire que les menus, il ne faut pas qu'ils aient été composés 2 ou 3 mois à l'avance. Il faut avoir une certaine réactivité. Ce que met en place Montsartou, par exemple, dans ses cantines, ce que mettent en place les communes qui mettent en place une ferme municipale, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire qu'au lieu de proposer un menu avec des haricots verts, ils vont proposer un menu avec une protéine, une viande ou autre, accompagné de légumes de saison. Ça permet de communiquer en amont sur le menu sans s'enfermer dans un ingrédient qu'on n'aura peut-être pas et qu'on sera obligé de faire venir de plus loin parce qu'il y a une rupture de production. Donc ça, c'est un premier point. Déjà, appliquer ça, c'est pas mal. Et comment aller plus loin? Aussi, c'est important que l'État, lorsqu'il met en place des lois, puisse en mettre aussi en place des moyens de contrôle. Parce qu'on sait que, quel que soit le domaine, si vous produisez une règle, mais que vous ne vous donnez pas les moyens de contrôler l'application de cette règle, et en fait, c'est difficile d'aller au bout des objectifs. C'est ça qui est difficile, justement, dans l'application de la loi Egalim, notamment dans la communauté d'agglomération de Cannes? Alors, moi, je vais pas m'enfermer sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'en fait, on est dans une telle urgence que ce que ça a donné dans la relation de l'agglomération avec les autres partenaires, les autres agglomérations qu'elle a autour, ou les distributeurs, ou les agriculteurs, en fait, on est rentré dans une phase de transparence et de coopération. C'est-à-dire qu'on se dit les choses. C'est pas toujours facile. Être capable de dire qu'on se plante, ou qu'on s'est trompé, qu'il faut revenir en arrière, c'est délicat, surtout quand vous le faites pour la deuxième fois. Une première fois, ça passe, 2 fois, ça peut être plus inconfortable. Mais c'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin et de surmonter les difficultés. Parce qu'en fait, l'agglomération a des difficultés, comme son voisin, comme un agriculteur. Si on s'enferme dans ces difficultés-là, on n'avancera pas. Il faut qu'on arrive à trouver ensemble, en collaborant, des moyens pour aller au-delà et construire quelque chose qui fonctionne. Ce sont de nouveaux modèles qu'on a besoin d'inventer, qui sont à la fois issus du monde traditionnel, comme vous l'avez présenté dans la première partie de votre émission avec la French Method, mais en lien avec le meilleur de la nouvelle technologie, pour avoir des surveillances météo plus fines, pour avoir une meilleure irrigation, pour savoir exactement comment est composé notre sol au moment où on va mettre en place une production, de manière à être sûr de ne pas amener trop d'entrants sur tel niveau. Tout ça, ça ne peut fonctionner qu'en coopération, en partage d'informations. Et c'est ça vers quoi on tend. Et il y a quand même un problème encore aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, vous êtes venu quand même avec un chiffre, 1%. C'est quoi ce chiffre? Alors, on produit à l'échelle de notre département assez peu de nourriture par rapport à ce qu'on consomme. Si je vous donne un exemple, à l'échelle de l'agglomération, nous avons à peu près 280 hectares de terres agricoles. Pour nourrir la population de l'agglomération, qui fait à peu près 160 000 habitants, nous avons besoin de 100 000 hectares. Donc on voit bien que la capacité de production de notre territoire par rapport à notre consommation, c'est hors d'atteinte, hors de proportion. Et c'est le cas pour toutes les agglomérations de France. Aujourd'hui, le modèle de fourniture et d'approvisionnement de la production agricole a tellement changé qu'on a perdu cette capacité à l'autosuffisance, même sur les produits les plus courants. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on revienne à l'autosuffisance, ça veut dire simplement qu'il faut qu'on en prenne conscience et qu'on fasse en conscience les choix qui nous permettront de réduire cet écart-là et d'arrêter d'avoir des pertes. Par exemple, on parle de gaspillage alimentaire ou de gaspillage à la production. Il faut savoir qu'à toutes les étapes de production, vous avez de la perte sur ce qu'on peut manger. Vous en avez au moment de la production, vous en avez au moment de la distribution, et on en a même chez nous. C'est même chez nous qui a la part la plus importante. Je crois que les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture pointent le pourcentage de 40% qu'on jette à la maison. Quand on voit à quel point c'est difficile
de produire à un coût supportable pour tout le monde, autant pour le producteur que pour le consommateur, de la production que l'on va manger, ben, il faut avant tout qu'on essaie de ne pas la jeter. La coopérative dont on a parlé tout à l'heure, la société avec Jean-Paul Long, c'est un exemple pour vous, pour l'agglomération? Alors oui, c'est un exemple, bien évidemment. C'est un exemple du panel d'outils qu'il faut qu'on arrive à faire fonctionner ensemble. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Une société coopérative d'intérêt collectif, comme la SCIC Les Ferrages qui a été présentée, c'est une société coopérative sur laquelle vous avez à la fois du particulier, vous pouvez avoir des entreprises, vous avez également des collectivités. C'est un outil qui vient compléter une chaîne qui est plus vaste que ça. La SCIC ne pourra pas faire face aux besoins de tout le monde. La réponse d'un délégataire classique dans une délégation de service public qui est purement privée, avec des distributeurs et des groupements d'achat qui évoluent au niveau national, c'est un maillon de chaîne qu'il faut qu'on accompagne et qui vient compléter une offre globale. Il n'y a aucun modèle à rejeter complètement. Il faut juste qu'ils deviennent plus vertueux les uns avec les autres et qu'ils apprennent à coopérer pour qu'on ait moins de pertes, plus d'efficacité et qu'on arrive à mieux produire à moindre coût et surtout que nos agriculteurs en vivent correctement. Et on vient donc, on en a parlé tout à l'heure à la pause midi, il y a donc l'option cantine, mais il y a aussi une autre option qui existe depuis bien longtemps, les adeptes des plats faits maison réchauffés. Léon, c'est le sujet de ta chronique. Et oui, aujourd'hui on va parler du Tupperware. Alors bonjour monsieur, je crois que je vous ai pas dit bonjour. Bonjour à tous les internautes, tous nos viewers. Là on est actuellement 28, c'est assez énorme. Donc aujourd'hui on va en effet parler du Tupperware. Alors si je vous dis Tupperware, vous pensez tous aux petits récipients en plastique avec un couvercle hermétique dans lequel on peut déplacer notre nourriture pour se rendre sur notre lieu de travail avec. Vous auriez pu donc avec des couvercles de différentes couleurs, mais vous auriez pu aussi avoir d'autres versions de Tupperware, donc à travers les âges, et c'est ce qu'on va voir. Le Tupperware originel, c'est ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Le Tupperware originel, il a été inventé en 1946 par monsieur... Tupperware ? Non, monsieur Tupper. Dommage, c'était très très proche, je vous l'accorde. Mais alors, où est le lien avec l'écologie, Léon? On a une production de plastique, c'est pas très bon pour l'environnement. Justement, donc après la guerre aux États-Unis, au moment où Tupperware est créé, c'est vrai que les problématiques d'environnement ou par exemple de nanoparticules, c'est pas encore trop à la mode. Mais ce qui est important dans le modèle du Tupperware, en fait, c'est un modèle qui est pas vraiment sain, mais qui est historiquement très très ancien et en fait qui met en avant des méthodes pas si polluantes. C'est-à-dire ? En fait, à chaque époque, son Tupperware. Donc, si vous le voulez bien, on va faire un petit retour en arrière dans l'histoire du Tupperware pour essayer d'identifier si oui ou non il est vraiment si nocif que ça. Donc, la première trace écrite du Tupperware, c'est cette caméra-là. La première trace écrite du Tupperware dans l'histoire, c'est 700 ans avant Jésus-Christ. Et c'est le prophète Habacuc, donc l'un des 12 prophètes de l'Ancien Testament, qui a apporté dans un panier en osier de la nourriture, donc de la bouillie et du pain, à des travailleurs dans un champ. Donc ça, c'est la première apparition écrite. Mais j'imagine qu'avant la Bible, on allait déjà dans les champs et on mangeait déjà le midi. Donc je pense que le Tupperware, ou en tout cas le panier repas, c'est un concept qui est assez ancien. Il va muter à travers les générations, dans son esthétique, on va le voir, mais pas dans son sens profond. Donc à partir de l'Antiquité, comme on l'a dit avec Habacuc, et jusqu'au Moyen-Âge, c'est le panier en osier qui est privilégié, avec du lin ou du coton ou encore du chanvre pour empaqueter la nourriture en elle-même. Donc comme on peut le voir ici dans le tableau qui date de 1565, donc la moisson, donc on voit nos travailleurs qui sont là et qui sont en train de prendre leur petit repas du midi. Voilà, donc à partir du XVIe siècle, on a un nouveau mot qui fait son apparition, on n'est plus sur du panier repas, on passe sur la gamelle. Donc peut-être que c'est un mot que vous avez pu entendre, c'est la gamelle comme on peut l'appeler, t'as pris ta gamelle à midi, voilà, et ça vient de ce moment-là, ça vient du XVIe siècle, donc ça pouvait être en bois ou en étain, et c'était très fortement associé au monde militaire ou au monde des marins, donc commerciaux également, à l'époque. Donc le Tupperware de l'époque, il ressemblait à peu près à ça, donc loin de celui qu'on connaît, mais pas si loin finalement en fait.
Donc à partir du XVIIe siècle, on a une complexification du Tupperware grâce à l'apparition d'un matériau qui s'appelle le fer blanc. Et alors là, c'est la régalade, on peut le voir là, le fer blanc il est juste au-dessus. Là, il y a toutes les armées du monde qui vont se mettre à utiliser la popote, le Tupperware comme on l'a vu. Donc on a la Pologne là-bas, la France ici, la Suède, donc chacun son petit comment dire, design, mais toujours avec le même principe, le besoin d'avoir un plat chaud et de pouvoir le déplacer. Donc à l'époque, on est encore loin du plastique. Au 19e siècle, donc dans la foulée de ces 10 inventions militaires, au 19e siècle, il y a les ouvriers qui se répandent partout en Europe avec l'industrialisation des moyens de production. Et donc ces ouvriers, ils ont besoin eux aussi d'amener leur repas du midi avec eux pour aller manger tout simplement à la pause. Et donc dans un tableau de Henri Quint qui s'appelle L'Ouvrier, eh ben, on peut voir ce dit ouvrier avec la popote dans les mains. Au moment de manger. Donc on arrive au 19e siècle, on était parti de moins 700 avant Jésus-Christ, et là on fait un petit détour. Oui, c'est une habitude bien ancrée donc, et pas seulement en Europe. Et pas seulement en Europe, en effet, vous connaissez tous, normalement, attention, le bento japonais, voilà, donc c'est le cousin de la popote française. Donc le bento japonais, c'est exactement le même principe avec des petites règles en plus. En fait, le bento, pour que ce soit un bento, déjà le bento, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est la nourriture. Le bento bako, comme c'est écrit magnifiquement ici, c'est la boîte à repas en elle-même. Magnifiquement, c'est pas moi qui ai fait le montage, donc je me félicite pas moi-même, je remercie mes collègues plutôt en régie. Merci à nos infographistes, Paul et Victor. Exactement. Donc le bento, la seule condition pour que ce soit un bento, en fait, c'est qu'il soit compartimenté en plusieurs petites cases et que les aliments eux-mêmes soient coupés en petits morceaux. Donc rapidement, on va faire un petit tour d'horizon du bento parce qu'il est quand même assez iconique. Sa première apparition, c'est en 1185, donc ça date pas d'hier aussi. Il est popularisé dans le Japon médiéval, donc comme on peut le voir sur cette illustration qui date de l'ère Edo, donc beaucoup plus tard, mais toujours dans une période médiévale. Le bento va connaître une petite chute de forme quand on arrive vers le XXe siècle, début du XXe siècle, parce qu'en fait la population est de plus en plus pauvre au Japon. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait le bento devient un marqueur de richesse. C'est-à-dire certains ont un beau bento en bois laqué et d'autres n'ont pas les moyens de s'offrir un bento de qualité. Donc ça se dépopularise petit à petit. Et en plus, il y a l'apparition des cantines dont parlait Léa tout à l'heure, qui vient mettre un coup de fouet à l'industrie du bento et qui lui grille la priorité. Alors il y a un retour en grâce du bento qui se fait petit à petit à la fin du XXe siècle et de nos jours. Avec aujourd'hui, on en retrouve à peu près de partout. On peut en trouver en plastique, on peut en trouver en aluminium, en bois laqué. Donc le bento fait son retour, alors que le Tupperware, lui, file pas d'un bon coton, Thierry. Hein. Et après ce tour d'horizon historique qui nous rappelle que le Tupperware existait bien avant, on peut enchaîner sur l'actu. Quelle actu, Léon? Eh bien oui, la tragique actu du Tupperware. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 septembre dernier? Gloria Ann Goldman, PDG de l'entreprise Tupperware, annonce la faillite de la boîte américaine. Ouais, c'est dur. Et en fait, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer cette chute du Tupperware et de l'entreprise mère de Tupperware. C'est déjà la mort du concept des réunions Tupperware, qui ont porté la marque pendant des années. En fait, ce concept où une personne qui avait adopté le Tupperware réunissait ses voisins et voisines pour leur en vanter les mérites et du coup les vendre, comme on le voit juste derrière, l'exemple d'une représentation Tupperware ou réunion Tupperware. Donc tout ça, c'est une époque qui se finit et qui était très porteuse pour la marque. Mais il y a aussi des concepts qui commencent à apparaître dans les années 90 et 2000 concernant les nanoparticules et tout simplement l'aspect non biodégradable du plastique de Tupperware. Comment ça ? Eh bien, comme je vous disais, au début des années 90, il y a des études de plus en plus poussées qui déterminent en fait que dans le plastique, donc le polyéthylène qui compose les Tupperware, il y a des nanoparticules en fait qui pourraient mélanger à l'alimentation, donc ce qui est quand même le principe de base du Tupperware, pourraient être nocives et en fait s'infiltrer dans nos corps et devenir même cancérigènes. Donc il y a ce premier concept qui vient mettre du plomb dans l'aile dans le projet Tupperware, et il y a un deuxième concept, celui du développement durable. Donc oui, après les 30 glorieuses, on a bien fait la fête, on a bien consommé, on a bien sali la planète, et là on se rend compte que en fait le plastique, on peut pas le renouveler, on est obligé de tuer la planète avec, donc on se dit que c'est plus si pertinent.
Donc ce contexte défavorable a mené à la chute actuelle de Tupperware, qui n'a pas su s'adapter à l'image de ses concurrents qui ont opté pour le bois ou pour le verre parfois. Tupperware n'a pas su prendre ce virage, donc c'est la mort du Tupperware originel, celui qui a donné son nom. C'est un petit pas pour l'écologie tout de même, mais un grand pas pour le Tupperware qui mute et qui devient du coup du bois, du verre ou du plastique renouvelable. Donc tout est presque bien qui se finit bien, quoi. Merci Léon. Et alors, il ressemble à quoi ton Tupperware? Et quel plastard tu mets dedans? Question de nos viewers. Alors mon Tupperware, bon, puisqu'on est là, on se confie, moi c'est Quechua, donc voilà, je suis désolé si on n'a pas le droit de citer des marques, mais en tout cas c'est Quechua, c'est le double compartiment, voilà, avec d'un côté une petite salade confectionnée généralement, et de l'autre sa petite viande voilà, marinée. Ça c'est vraiment les jours de gloire, et les jours de non-gloire, on oublie le Tupperware, on achète quelque chose à midi rapidement. En tout cas, tu es vraiment notre spécialiste du Tupperware parce que, petite confidence, il faut dire que tu as quand même convaincu notre chef d'édition de cette émission, Nico, qui a pris un plat maison maintenant dans un Tupperware au lieu de déjeuner à la cafette. C'est un plaisir. Alors, on a une question dans le chat. On a parlé à juste titre de la moustache de Franck, mais barbe. Léon, livre-nous les secrets de ta barbe. Écoutez, c'est naturel, c'est une très bonne alimentation, hein, comme monsieur avant tout. L'espace fonctionne bien. Hein. Exactement, voilà. Et donc, non, une très bonne alimentation, beaucoup d'amour, et voilà, hein, ça se fait tout seul. Hein. Et avant de se quitter, parce que oui, on arrive déjà à la fin de cette émission, bientôt. Si vous, Franck Liange, est-ce que vous amenez votre Tupperware au travail? Alors ça m'arrive régulièrement. En fait, je me déplace essentiellement en vélo, donc je le glisse dans mes sacoches, et c'est vrai que l'étanchéité fait tout au choix du contenant. Voilà. Est-ce que, si c'est pas indiscret, verre, plastique, vous êtes sur quoi vous? Un métal particulier qui passe au micro-ondes. Magnifique. Une autre adaptation qu'on n'a pas citée. Alors, si vous avez des questions encore, c'est le moment, pour que Franck Liange ou nos chroniqueurs puissent y répondre, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Franck Liange, est-ce que dans les établissements scolaires de l'agglomération Cannes Pays de les Reims, il y a des micro-ondes pour permettre aux adolescents de réchauffer leurs plats, comme ça existe par exemple en Bretagne? Alors, il est possible que dans certains lycées, il y ait des micro-ondes à disposition, mais généralement, les plats étant livrés chauds, ou plutôt proposés chauds aux élèves, ils n'ont pas besoin de les faire réchauffer. Et par contre, on essaie de travailler aussi sur les comment on appelle ça, les armoires à snack, pour essayer de proposer des choses de meilleure qualité, et on voit bien que là, la révolution est loin d'être encore passée par là. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager dans l'agglomération, d'autoriser et de permettre aux élèves de collège et lycée notamment, d'amener leurs plats avec eux, leur Tupperware, et de pouvoir les réchauffer en leur mettant un certain nombre de micro-ondes à disposition? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, ça reste plus... On a une telle gamme de tarification sur la restauration collective que ça reste beaucoup plus intéressant parfois pour les familles que leur enfant mange à la cantine plutôt qu'il ne vienne avec son propre repas. On a plutôt pu constater, malheureusement, en discutant avec certains animateurs, notamment de centres de loisirs, c'est-à-dire ceux qui font la transition entre la fin du cours du matin et le début des cours de l'après-midi, que les enfants qui n'étaient pas inscrits à la cantine, parfois, c'est parce que les parents n'avaient pas les moyens et pouvaient ne pas rentrer manger et sauter un repas. Donc c'est pour ça qu'on pousse plus à ce qu'ils mangent à la cantine, parce qu'on sait que l'alimentation sera plus variée, plus équilibrée et surtout plus abondante. Donc ça ne fait pas vraiment partie de vos projets de... Ça pourra le devenir. Pour l'instant, on n'est pas encore sur cette tranche d'âge-là. On commence effectivement d'abord par les tranches d'âge maternelle, primaire, avant de basculer sur collège et lycée. Et l'utilisation, cette autonomie sur le repas, on la retrouve plutôt sur la fin du collège, voire le lycée plutôt. À quoi on pourrait s'attendre dans les prochaines années qui viennent avec le plan territorial de l'agglomération de Cannes? Vous travaillez sur quoi en ce moment? Alors en ce moment, on travaille sur un projet qui nous porte avec les autres agglomérations, sur une étude des impacts du changement climatique sur les productions agricoles. C'est-à-dire que nos agriculteurs nous disent, écoutez, on a tellement d'aléas climatiques, je ne sais pas ce que je vais pouvoir cultiver demain. Et le demain, ça peut être demain dans 2 ans, demain dans 5 ans, ou demain dans 10 ans. Donc on souhaite pouvoir les accompagner, produire une étude,
pour les guider dans leur choix. Parce qu'un agriculteur, comme je l'ai dit, c'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, l'investissement pour son entreprise, il ne le prévoit pas aujourd'hui pour demain. Il a besoin d'avoir une projection. Quand il change son mode de production, quand il change la catégorie de végétal qu'il cultive, par exemple, il ne peut pas se permettre de le faire tous les ans ou tous les 2 ans. Donc il faut qu'il ait une vision sur l'avant. Et on va essayer de lui rendre cette vision sur l'avant. On travaille également sur la précarité alimentaire, en mettant des groupes de travail. Ça a l'air bête, mais juste faire travailler ensemble des personnes qui se côtoient, comme les délégataires de services publics et les associations qui aident à lutter contre la précarité alimentaire. Donc c'est un peu tout ça qui va nous guider dans les années qui viennent. Merci Franck Luange d'avoir accepté notre invitation Avec et plaisir. d'être venu participer à cette émission. Cette émission touche maintenant à sa fin. Merci aussi à Jean-Paul Loncle et Samuel Fallet pour leur participation en début d'émission. Merci à tous nos chroniqueurs d'avoir participé à la réalisation de cette émission, toute l'équipe en régie avec Camille et Nicolas à l'édition, Lila à la réalisation. Un grand bravo à tous. Moi j'étais très heureux de vous présenter cette première émission de la 3e saison de Greenwatching. Merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis tout au long de cette émission et d'avoir échangé avec nous via le chat. On espère que ça vous a plu. Et puis on se donne rendez-vous le lundi 2 octobre pour un nouvel épisode. On parlera de sport et d'écologie avec nos chroniqueurs et nos chroniqueuses sportifs. Nous, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Notre compte, c'est ejc.media. Le replay de cette émission sera disponible sur YouTube dès mercredi. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt sur Greenwatching.